Bonjour et bienvenue sur le podcast Par voix basse à voix haute. Que vous soyez posé dans le canapé, sur la route ou en train de jongler avec votre journée, prenez place à nos côtés. À notre micro, vous entendrez des expériences en maison de naissance, des témoignages de sages-femmes et enfin des sujets liés à l'accouchement physiologique. Ici, les voix résonneront haut et fort. Nous ne sommes pas des professionnels de la périnatalité, mais deux mamans passionnées, convaincues que chaque famille a le droit d'avoir le choix du lieu où elle souhaite donner naissance. Notre objectif est simple, mettre en lumière les maisons de naissance en métropole et en outre-mer. Non pas en opposition aux autres formes ou lieux d'accouchement, mais bien comme une option précieuse dans le panel des choix possibles. Nous espérons que cette saison vous offrira des réponses, des inspirations et peut-être même des émotions. Nous souhaitons avant tout transmettre des expériences intimes et authentiques. Alors bienvenue derrière les portes des maisons de naissance, bienvenue dans Par voix basse à voix haute. Ce mois-ci, nous avons le plaisir de recevoir Alice, sage-femme en maison de naissance. Elle vient répondre à nos questions sur la thématique de la réparation après un traumatisme et du chemin de guérison en maison de naissance. À travers son témoignage, nous explorons comment ces lieux d'accompagnement permettent aux femmes de se réapproprier leur corps et leur histoire. Comment le suivi par des sages-femmes peut-il offrir un espace de sécurité et de reconnaissance ? Quels outils et ressources y trouve-t-on pour avancer sur un chemin de reconstruction ? Quelle place les sages-femmes doivent-elles trouver pour accompagner avec justesse ces femmes au parcours traumatique ? Dans ce contexte où l'on accueille la vie, où le couple se tourne vers l'avenir, comment, où et auprès de qui peut-on trouver la confiance et la sécurité d'accoucher dans le respect de qui nous sommes dans toutes nos dimensions ? Aujourd'hui, Alice nous partage avec sincérité et profondeur une réflexion précieuse sur ce qu'une maison de naissance peut apporter dans un parcours de réparation. Bonjour Alice. Bonjour Julie. Bonjour Alice, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Capucine. T'es la première sage-femme de la maison de naissance de Grenoble à venir à notre micro. Donc maison de naissance qui s'appelle La Maison, et on est très contente de t'accueillir ici. T'es avec nous aujourd'hui pour témoigner de ton expérience professionnelle sur la thématique du mois, qui est la réparation après un traumatisme, qu'il soit psychologique, physique ou sexuel, qu'il relève du cadre privé ou médical, notamment on pense aux violences obstétricales et gynécologiques. Est-ce que maintenant tu peux donc te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Bien sûr, donc moi je m'appelle Alice, j'ai 46 ans, j'habite en Isère, près de Grenoble, et puis donc je suis sage-femme à la maison de naissance de Grenoble depuis 8 mois maintenant, voilà, et je suis en Isère depuis 5 ans. D'accord, merci pour cette petite présentation, on reviendra plus en détail sur ton parcours plus tard. En tout cas, à la fin de chaque thématique, on aime donner la parole à une sage-femme pour apporter un regard professionnel et complémentaire de celui des invités, qui, elles, partagent plutôt leur expérience intime et personnelle. Et ce sujet nous semblait essentiel à aborder, d'autant plus que les témoignages recueillis jusqu'ici mettent en avant un profond sentiment de respect et de sécurité, grâce au suivi qui est proposé en maison de naissance, et qui, en tout cas dans leur vécu, a favorisé leur réparation et aussi la réappropriation de leur corps et de leur histoire. Aujourd'hui, on souhaite également donner une perspective professionnelle afin de soutenir toutes celles et ceux qui accompagnent les personnes ayant vécu des traumatismes. L'objectif de cette interview est d'offrir des clés de compréhension et des pistes plus ou moins concrètes pour mieux répondre aux besoins des patientes et aussi de mettre en lumière la manière dont ces prises en charge sont pensées et mises en place en maison de naissance. Et avant de résumer ton parcours et ton lien aux maisons de naissance en général, est-ce que tu peux nous faire un rappel de ce qu'est pour toi une maison de naissance ? Alors une maison de naissance, c'est un petit lieu en général, qui est tenu, géré que par des sages-femmes ou co-géré par des usagers et des sages-femmes en fonction des maisons de naissance. Et donc c'est un lieu où on pratique l'accompagnement global à la naissance, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des femmes et des couples qui se présentent à nous depuis le début de la grossesse jusqu'à plusieurs mois après la naissance, jusqu'à 3-4 mois après la naissance en général. Et puis qu'on va être du coup présente pour les accompagner tout du long pour les consultations, les séances de préparation à la naissance, l'accouchement bien sûr, et puis les visites à domicile après par la suite, et puis voilà. Donc aussi les soutenir dans leur devenir parents. Eh ben merci, c'était très complet comme définition, et maintenant je vais vous laisser aborder ton parcours avec Capucine.
Et avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, notamment où tu as étudié et comment t'en es arrivée au métier de sage-femme? Alors j'ai un parcours un petit peu particulier, mais pour une sage-femme française. Simplement, en fait, moi j'ai été infirmière avant d'être sage-femme. Donc j'ai été infirmière diplômée en 99 et puis j'ai exercé comme infirmière pendant 9 ans. Et puis j'ai exercé notamment en Guyane française. J'ai travaillé là-bas pendant 12 ans. J'ai fait donc ma formation de sage-femme. Secondairement, je suis partie faire ma formation en Suisse, à Lausanne. Ok. Donc j'avais déjà une fille à cette époque, une petite fille de 1 an, et donc on est parti avec mon conjoint faire mes études de sage-femme à Lausanne pendant 2 ans. Et puis après ça, je suis revenue diplômée en Guyane française, travailler du coup en tant que sage-femme pendant 3 ans de nouveau. Et puis enceinte de la deuxième au passage. Et après 3 ans de retour en Guyane française, on a décidé de migrer en France, du coup, sur Paris, cette fois-ci pour la reconversion professionnelle de mon conjoint, parce que nous, on aime bien ça. Et puis, du coup, là, j'ai eu l'occasion de découvrir le Calme, la maison de naissance du Calme, en travaillant tout d'abord à la maternité partenaire, donc qui est les Bleuets à Paris. On m'avait dit, mais toi qui aimes la physio, il faut que tu ailles aux Bleuets. Et puis, les Bleuets, c'était bien, mais c'est vrai qu'en termes de physiologie, finalement, bon voilà, c'était bien loin de mes attentes. Et j'étais contente de pouvoir découvrir le Calme et de rejoindre cette équipe progressivement, assez rapidement finalement. Donc j'ai commencé au Calme en 2016 et puis j'y suis restée jusqu'en 2020 quoi. Et donc en 2020, on a quitté Paris pour aller s'installer en Isère, aux alentours de Grenoble. Et donc là, moi, j'avais pour souhait initialement de pouvoir rejoindre tout de suite la maison de naissance de Grenoble. Et puis à ce moment-là, eux-mêmes étaient aussi dans des considérations administratives qui faisaient qu'en fait, ils pouvaient pas recruter des sages-femmes qui venaient d'un autre lieu que de leur maternité partenaire à cette époque-là. Ah ouais, ok. Donc j'ai fait du plateau technique pendant 2 ans. Ok. Et puis après j'ai fait du cabinet libéral tout simple, suivi de grossesse, de gynéco, voilà, contraception, rééduc pendant 2 ans. Et puis là, il se fait que la manière de recruter de la maison de naissance a changé entre-temps et que j'ai pu du coup rentrer dans la maison de naissance de Grenoble il y a 8 mois. Donc je suis très 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 contente d'avoir cette deuxième expérience en maison de naissance. C'est vraiment très riche et c'est surtout la manière dont moi j'aime faire mon métier. Donc je revis en maison de naissance. Tant mieux. Ouais, j'imagine. Et du coup, donc tu disais que t'étais infirmière, t'as été sage-femme ensuite en Guyane. Avant de rejoindre la maison de naissance, t'as travaillé dans quel type de structure? Alors oui, j'ai travaillé à l'hôpital en fait, à Oui, c'était des Saint-Laurent-du-Maroni. hôpitaux. Ouais. Je travaillais à l'hôpital public, ouais. À Saint-Laurent-du-Maroni, voilà, où les femmes, bon, elles accouchent très bien sans nous, hein, en vrai. Il y a assez peu de péridurales. C'est pas dans leur culture, mais elles ont souvent pas envie, en fait, d'avoir des péridurales. Alors, il y a aussi des croyances qui disent que que ça peut faire perdre la vue ou qui sont pas forcément des croyances très, très justes. Mais en tout cas, toujours est-il qu'elles sont pas du tout demandeuses d'anesthésie, quoi, pour accoucher. Moi, j'ai vraiment appris mon boulot en les regardant, en fait. Je les ai regardées accoucher, je les accompagnais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elles savaient énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'on m'avait transmis. Bien que ma formation en Suisse, elle était quand même déjà vachement tournée sur la physiologie, quoi. Mais voilà, bon, c'était un bon complément de formation, la Guyane, ouais. Parce que du coup, il y a des maisons de naissance en Suisse, c'est ça, non? Ouais, il y a des maisons de naissance en Suisse, effectivement. Ouais, ils ont aussi un regard sur la physiologie. Ouais. Et puis les études sont organisées un petit peu différemment parce qu'en fait c'est 2 années d'études qui font suite à un parcours d'infirmière. Donc en fait c'est une formation qui est que pour les infirmières. Donc on rentre pour 2 ans, finalement on va faire que de l'obstétrique pendant 2 ans et on fait beaucoup de physio. Beaucoup de physiologie, on a vraiment une année complète sur la physiologie quasiment. Ah ouais. Bon, après, voilà, bien sûr, ça dépend toujours aussi de tes expériences de stage et tout ça, mais c'est vrai que j'ai la sensation quand même d'avoir été vraiment bien sensibilisée, bien formée sur la physiologie et puis, bah voilà, sur le respect de la temporalité de chacune, voilà. Oui, c'était les prémices de la maison de naissance, quoi. Ouais, je pense, ouais. C'est- Effectivement. Et du coup, tu disais donc que t'étais au Bluet et que t'étais passée à la maison de naissance, mais tu nous as pas mentionné, si je me trompe pas, de comment tu avais découvert que ça existait. Si tu te souviens un peu, si tu connaissais ça depuis longtemps, si t'as
si tes études, justement, t'en avais entendu parler en Suisse, puisqu'il y en a aussi. Enfin, voilà, comment t'étais venue au concept des maisons de naissance? Alors, j'en avais entendu parler un peu en Suisse, effectivement, parce qu'il y en a, mais il y en a pas non plus énormément en Suisse, hein. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus mainstream d'aller accoucher en maison de naissance en Suisse. Et puis après, en fait, c'est plutôt en arrivant au Bluet, moi j'étais vraiment en pleine transition. Enfin, je venais de Guyane, je débarquais à Paris. C'était difficile de s'adapter à ce changement de vie pour moi, parce que il y a tout qui change en fait quand on fait un saut comme ça. Et du coup, professionnellement, je pense que je m'y retrouvais pas non plus complètement. Et il y avait des sages-femmes qui me connaissaient, qui me disaient mais toi, mais pourquoi tu vas pas travailler à la maison de naissance, tu seras trop bien là-bas. Et voilà, et je pense qu'elles m'ont un peu poussée vers là-bas, et là j'ai été traîner un petit peu mes basques au calme. Elles me voyaient de plus en plus souvent, et puis je venais aux réunions, et puis un jour la coordinatrice de la maison de naissance, Anne, m'a dit écoute, je pense qu'en fait on va pouvoir te proposer de venir rejoindre notre équipe. Et là c'était vraiment le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Moi, j'étais vraiment hyper contente. C'était le jour de mon anniversaire pour moi. Voilà. Un beau cadeau. Un beau cadeau, ouais. Et du coup, tu nous as parlé de tes formations, tu nous as parlé de tes 2 expériences, mais nous, quand on t'a parlé en prémisse de cette interview, tu nous as parlé aussi d'un DU que tu as fait. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé le fait d'aller faire ce DU, de rajouter ça à ta formation? Tout à fait. Bah, en fait, c'est assez rigolo, qu'est-ce qui m'a motivée pour aller faire ce DU. Je pense que c'est une question que je me pose depuis toujours, de se dire mais qu'est-ce qu'on fait pour les femmes, voilà, qui ont vécu des violences. Oui, du coup, j'ai pas mentionné quel DU t'avais fait. Je te laisse. Ouais. L'année dernière, j'ai fait le DU des violences faites aux femmes, donc il s'appelle prise en charge des violences faites aux femmes vers la bientraitance. L'idée c'est axé aussi vers comment est-ce qu'on travaille à l'hôpital pour ces femmes-là, pour toutes les femmes, j'aurais dire. Voilà. Et après aussi, j'ai toujours été sensibilisée à cette question, et je me suis toujours dit mais qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes en fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ces femmes qui ont vécu des violences, ou alors qui continuent de les vivre? Qu'est-ce qu'on leur propose? Et je me suis souvent trouvée un peu à court à me dire mais en fait c'est pas possible. Enfin, on peut pas la laisser repartir comme ça. Enfin, on peut pas. Et voilà. Et du coup, quand il y a eu ce SDU qui s'est monté, je me suis dit bah tiens, c'est un moment aussi où j'avais bien envie de stimulation intellectuelle là. Et j'ai pas été déçue. Hein. Voilà. J'imagine. J'ai bien été stimulée. Et donc du coup, je me suis inscrite, et puis voilà. Et puis j'ai démarré. Donc c'était l'année dernière, donc en 2023-2024. Et donc c'est un DU qui a lieu un peu à Paris et puis un petit peu à Grenoble. Voilà. C'est pas facile comme DU. C'est vraiment à la fin de la première semaine, je me suis dit waouh. C'est dur. Ouais. Bah, c'est dur parce qu'en fait, on parle d'une thématique extrêmement douloureuse, hein, parce qu'on parle des violences faites aux femmes, mais on parle aussi. On peut pas faire l'économie des violences faites aux enfants, en fait, quand on parle des violences faites aux femmes. Donc je pense que on s'inscrit à ce DU, et puis après, en fait, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que moi j'ai vraiment envie d'aller dans le dur du dur là? Parce qu'il n'y a pas plus dur que ça n'existe pas plus dur que ça, quoi. Donc voilà, c'était ce qui était très chouette, c'est qu'en fait on a pu aussi créer un réseau de gens là qui étaient assis sur les bancs de la fac avec moi là, et puis on s'est fait un petit groupe Signal, et puis on pouvait vraiment échanger sur quand c'était dur, quoi. Et donc on se connaissait pas, on était 50, mais on échangeait à fond sur le groupe pour pouvoir se dire mais moi aujourd'hui en fait j'en pouvais plus, c'était trop dur. Comment ça va, vous êtes tout seul dans votre hôtel, vous avez pas envie de sauter par la fenêtre, c'est OK. Enfin voilà. Et puis on a fini par aller boire des coups un peu après aussi pour débriefer, c'était chouette. Bref, en tout cas, c'était difficile, et c'était très très bien en fait, très très riche, extrêmement dense, mais vraiment très très riche. Et je pense que c'est de toute façon, quand on va se mettre sur cette question-là, c'est sûr que ça va pas être léger, c'est sûr que ça va pas être facile. Voilà. Mais moi, ça a changé ma pratique, et j'ai envie de dire même ma vision du monde et des genres, et de mon regard sur la société et les relations entre les hommes et les femmes, et ce qui peut se passer dans les familles, en fait. On voit plus un petit peu comme soulever un tapis que personne ne soulève jamais, et voir en fait un vrai qu'est-ce qu'il y a là-dessous. C'est une clé de compréhension en fait qui est hyper hyper utile. J'ai une question plus pragmatique pour potentiellement des professionnels qui nous écouteraient, qui seraient intéressés. Tu disais que c'est moitié à Paris, moitié à Grenoble, mais du coup c'est en présentiel forcément, c'est ça? En fait, c'est un diplôme interuniversitaire, donc je crois que c'est Paris Descartes et donc l'université Grenoble-Alpes, quoi. Et donc c'est du présentiel en fait
on a une semaine de présentiel à Paris, une semaine de présentiel à Grenoble, et on a un équivalent de... Alors, elle nous avait dit une semaine, nos chères enseignantes, moi je dirais bien 2 quand même, de cours en visio. Ok. Il y a des vidéos. Et du coup, un DU, c'est réalisable en même temps qu'on travaille à côté, ça prend un certain nombre d'heures ou ça prend trop d'heures et du coup, c'est compliqué de maintenir son travail de sage-femme, par exemple, à côté en même temps? En tout cas, moi, j'ai dû poser un équivalent de 3 semaines, quoi, Ok. dans mon année pour faire ça, quoi. Ok, ça marche. Il y a 2 jours de restitution qui sont chouettes aussi parce que on a un travail à rendre, hein, bien sûr, à la fin. Donc, il y a quand même aussi le temps passé à faire le travail final. Et puis, après, la restitution sur 2 jours, c'est très, très chouette parce qu'en fait, on entend, on assiste toutes, enfin, je dis toutes mais en fait, tous, parce qu'il y avait 2-3 garçons quand même dans le DU. On assiste aux restitutions de tout le monde et ça, c'est vachement intéressant. Ouais. Très, très bien. Ouais, ça m'étonne pas. Je me demandais, moi, dans les questions pragmatiques, est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir s'inscrire à ce genre de formation? Et aussi, est-ce que il y a un stage en cours d'année à réaliser ou pas du tout? Non, il n'y a pas de stage. Et en fait, dans les prérequis, ce diplôme de mémoire, il s'adresse quand même aux professionnels de santé. Celui que moi j'ai fait, hein. Après, il y en a certainement d'autres. Voilà, et je crois qu'en fait, il tenait quand même à ce que les étudiants sur ce DU soient dans le soin, en fait, qu'on puisse être vraiment dans le soin. Et j'ai pas souvenir qu'il y ait des psychologues, par exemple. Présents sur le... Oui, il existe des session-là. DU, voilà, c'est ça qui sont spécialisés, plus parce que j'imagine que du coup, si vous êtes dans le soin, on parle du coup du rapport aussi au corps, à ce genre de choses qu'on n'a peut-être pas forcément besoin d'aborder de la même manière en psycho. Donc oui, il existe plusieurs DU. Du coup, j'imagine peut-être le tien est plus orienté soins. Voilà, plus orienté soins, ouais, effectivement. Mais écoute, merci pour toutes ces précisions. On espère que ça pourra répondre aux questions des personnes que ça pourrait éventuellement intéresser d'intégrer ça à leur pratique professionnelle. En tout cas, on va rentrer maintenant dans la thématique et plus particulièrement, on va commencer avec l'accueil des femmes ayant un passé traumatique. La première question qui nous est venue avec Capucine, c'est quand vous êtes en maison de naissance, est-ce que vous abordez dès la première prise de contact l'histoire personnelle des patientes, particulièrement en ce qui concerne du coup les éventuels traumatismes que la femme aurait pu vivre en amont, ou est-ce que vous avez un questionnaire qui inclut des questions spécifiques à ce sujet pour mieux adapter l'accompagnement suivant? Alors, bon, c'est une excellente question parce que c'est une question à laquelle je vais pas avoir de réponse tranchée. En fait, dans le suivi, en tout cas, donc là, à Grenoble, dans la manière dont on procède, en fait, au premier entretien qui est vraiment le premier moment où on rencontre les femmes avec leurs partenaires, il y aurait la possibilité de poser la question. D'ailleurs, elle est dans la trame. Poser la question des violences. Et en fait, moi, je me rends compte qu'à l'usage, des fois, je le fais sur ce premier entretien. Et des fois, j'attends un peu et je le fais à l'entretien prénatal précoce qui va arriver peut-être 1 mois et demi après. Et j'arrive pas bien à dire pourquoi est-ce que des fois je le fais ou je le fais pas. Je pense que c'est un petit peu un combo de plusieurs choses. Peut-être que tout simplement, des fois, j'ai pas le temps parce qu'on a parlé de plein d'autres choses avant. Et puis, il y a des fois, je pense que je le sens pas. C'est pas une question qui est hyper facile à poser. Oui, bien sûr. Et c'est là où vraiment, je suis vraiment super contente d'avoir fait ce DU parce que je me rends compte que ça change beaucoup entre avant, la façon que j'avais d'aborder la question, parce que je l'abordais quand même toujours, cette question, la question des violences, hein, mais là, je l'aborde plus du tout de la même manière. Et en fait, je pense que peut-être que les mots n'ont pas tant changé, les mots que je dis, mais en fait, je crois que je suis prête à accueillir la réponse et c'est ça qui a changé. Et du coup, j'ai beaucoup plus de réponses positives à cette question-là. Et en tout cas, je sens que ça pose une espèce de cadre où, en fait, c'est possible de dire, de donner ces informations-là à ce moment-là. Alors, pas pour tout le monde, hein. Les femmes, à chaque fois, elles sont là où elles en sont dans leur parcours et des fois, c'est pas le moment pour elles de parler de ça. Ce qui est pas facile sur le premier entretien, c'est que c'est aussi un moment sur le tout premier entretien quand on les rencontre pour la première fois. C'est un moment où on fait le point sur le bas risque obstétrical. On vérifie qu'elles sont bien à bas risque obstétrical et qu'on va pouvoir les accompagner dans leur projet d'accouchement physio et tout ça, et qu'elles n'ont pas de contre-indication médicale. Et donc, en fait, le fait de mélanger, de poser la question des violences à ce moment-là, il faudrait pas qu'elles fassent l'amalgame en disant, ah oui, donc si moi j'ai vécu des violences, finalement, ça pourrait nuire
mon recrutement dans la maison de naissance, Ouais, quoi. ouais. Est-ce que c'est un critère rédhibitoire ou pas, ouais. Et là, en fait, je trouve qu'on vient sur une question qui est super intéressante. Je me permets de digresser un petit peu, mais je pense que pendant un moment, en maison de naissance, c'était le début des maisons de naissance et en fait, dans Barisque obstétrical, il y avait un petit côté aussi, en bonne santé physique et psychique, quoi. Parce que retour précoce à domicile, qu'il fallait pas qu'il se passe quelque chose de dangereux, comme un craquage psychique, par exemple, dans les premières 24 heures qui suivent la naissance, par exemple. Ouais, bien sûr. Donc on avait un peu je pense, de toute façon, on avait plein d'épées de Damoclès au début quand on a commencé à exercer en maison de naissance. Et le recrutement, à chaque fois, on se disait qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut l'accompagner ou pas? On se posait vraiment des questions. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de me dire, mais enfin, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, mais que les femmes qui ont vécu des violences, elles ont toute leur place en maison de naissance. Voilà, moi, j'aurais envie de dire même qu'elles auraient peut-être une place à prioriser, quoi. Parce qu'en fait, ouais, enfin, on développera plus tard sur cette question, mais je pense qu'effectivement, on a du temps pour elles, on les connaît, on peut mettre un cadre de confiance et c'est super important. Mais Donc voilà, en tout cas, pour moi, la question de à quel moment est-ce qu'on leur pose la question, je pense que il faut le sentir. En tout cas, quand je la pose en premier entretien, je fais une petite pause, je leur dis alors attention, je vais vous poser une question qui est pas forcément évidente à entendre, mais elle est importante pour nous parce qu'elle nous permet de vous accompagner au mieux en fait dans ce projet. Et elle est pas du tout, c'est pas pour ça qu'on va décider de vous inclure ou pas dans le suivi des patientes. C'est vraiment une question à part. Donc je mets vraiment le cadre en disant voilà, je voudrais vous poser une question, mais ça n'a rien à voir avec votre inclusion en maison de naissance. Et après, j'explique, voilà, souvent un petit peu pourquoi est-ce que je la pose, cette question, et pourquoi est-ce qu'elle est si importante à poser en début de suivi de grossesse. Mais justement, là, tu disais que c'était dans le but de proposer un accompagnement le plus juste pour la personne, justement, pour la prendre en considération dans tout son vécu et dans tout ce qu'elle est. Tu disais aussi que potentiellement, ça pouvait être des situations à prioriser parce que vous aviez la place d'accueillir ça peut-être un peu différemment d'une maternité classique. Est-ce que justement, on peut savoir un peu comment vous accueillez ces femmes qui ont vécu des traumatismes, quels qu'ils soient, hein? On répète que ça concerne les violences gynécologiques, sexuelles, psychiques ou psychologiques, peu importe, et qui ont du coup ce souhait d'aller en maison de naissance. Est-ce qu'il y a des particularités que vous mettez en place dans leur accompagnement? Et qu'est-ce que tu disais justement tout à l'heure que tu pourrais le développer un petit peu? Pourquoi ça pouvait être des situations à prioriser? Parce que vous avez peut-être des temps de consultation plus longs, le suivi global, ou ce genre de choses? Moi, je pense que le cadre des maisons de naissance, pour une femme qui a vécu des violences, alors quand on dit violence, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment posé un peu le cadre des violences. C'est vrai que, de toute façon, tous les types de violences, en général, vont créer des vulnérabilités qui peuvent se ressentir soit pendant la grossesse, car on a une période quand même de remaniement psychique intense, hein. Et puis, c'est un moment où les femmes deviennent mères, alors pas forcément pour la première fois, mais en tout cas, à chaque fois, on devient mère de cet enfant-là et il se joue énormément de choses. Et puis, il y a beaucoup de choses qui remontent, surtout quand elles ont vécu des trucs difficiles. Donc, moi, je pense qu'effectivement, la maison de naissance, c'est un endroit où on a normalement des temps de consultation un petit peu plus longs. Dans la maison de naissance dans laquelle je travaille actuellement, on a une maison de naissance qui pratique pas de dépassement d'honoraires, donc on fonctionne avec un peu de subvention et puis un peu des revenus de la Sécu. On est sur les tarifs de la Sécu, il n'y a pas du tout de dépassement pour les femmes. Et du coup, on n'a pas non plus des temps de consultation qui sont énormes. On fait des consultations qui durent une demi-heure. Par contre, en fait, quand on a besoin, voilà, on va gonfler un peu le temps. Et puis, en fonction, quand on connaît les personnes, on sait que c'est des femmes qui ont besoin de plus de temps, plus de prise en charge. On va pouvoir gonfler un petit peu le temps. Mais on n'a pas non plus toujours la possibilité de passer 2 heures à chaque fois. Ça c'est plus, voilà, ça serait pas possible pour tout le monde en tout cas. La maison de naissance, c'est un lieu où on peut proposer aux femmes de connaître bien l'équipe par laquelle elles vont être accompagnées, qui a vraiment quand même cette relation de confiance. Je pense qu'elle est hyper importante pour une femme qui a un vécu traumatique. La question de la confiance, c'est vraiment, elle est clé, quoi. C'est vraiment la charnière. Donc ça, à mon avis, c'est un point qui est super important. Et puis, on a quand même cette approche en maison de naissance, pour toutes les femmes, hein, pas que pour celles qui ont vécu des violences, mais pour toutes les femmes, on est quand même
encourager leur capacité à être actrice en fait de tout ce qui va se passer, à être actrice de leur grossesse, à être actrice dans leur corps, à être actrice dans leur accouchement et dans leur parentalité. Donc on va toujours pousser essayer de leur montrer à quel point est-ce qu'elles sont capables en fait. Et là, je trouve que c'est hyper important parce que les femmes qui ont subi des violences, en général, elles ont été extrêmement, elles sont fragmentées dans leur tête. C'est terrible en fonction de l'âge auquel elles ont subi leur trauma. Ça peut aller super loin, mais en tout cas, ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est quand même que c'est du doute, quoi. C'est du doute, de la culpabilité. C'est des fois même de plus savoir qu'elles sont même une seule personne et qu'elles ont le droit à la reconnaissance. Enfin, c'est vraiment vraiment difficile de continuer d'exister et de se sentir exister quand on a été cassé à ce point en fait dans le corps. Donc voilà, là je trouve que tout l'empowerment qu'on va pouvoir nous leur donner, il est précieux. Et puis effectivement, je pense que bien sûr qu'elles en ont besoin encore plus que les autres. Ça c'est sûr. Oui. Après, de manière pratico-pratique, il y a quand même aussi le fait que en maison de naissance, les femmes, elles sont assez peu examinées. Quand je dis examinées, c'est-à-dire examinées par des touchés vaginaux. On va les examiner simplement sur facteur de risque, mais on va pas les examiner tous les mois. C'est hors de question. S'il y a pas de raison, on va pas du tout les examiner. Et puis on va pas non plus les examiner à outrance pendant l'accouchement, voire des fois on les examine pas du tout quand on voit que c'est pas nécessaire et qu'on n'a pas de doute. Et quand bien même on devrait pratiquer un toucher vaginal, on y va vraiment avec énormément de douceur et de précaution. Donc, et puis toujours en expliquant et pourquoi est-ce qu'on le fait, et puis évidemment en leur demandant si elles sont d'accord. Et si elles sont pas d'accord, on le fait pas. Bon, ça, elles le savent, moi je pense quand même. Moi j'ai l'impression qu'il y a une surreprésentation des femmes qui ont vécu des violences en maison de naissance. C'est une impression, et puis pour l'instant il n'y a pas de. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait des chiffres. Je sais pas si vous en avez, mais des chiffres qui le montrent. Non, pas sur ce sujet-là. Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il y a une surreprésentation, et j'ai aussi l'impression qu'il y a des femmes qui savent ça. Elles viennent ici parce qu'elles savent qu'elles vont pas voir 15 personnes, qu'elles vont connaître, et puis qu'on va pas les examiner à outrance et qu'on va pouvoir les laisser tranquilles. Qu'elles vont pas être attachées à un monitoring, ni à une perf. Il y aura pas de contraintes. Il y aura pas de contraintes physiques. Et ça, c'est super important pour elles. C'est même la clé, en fait, pour qu'elles puissent mettre au monde leur petit sans être en prise à l'angoisse, quoi. Parce que c'est terrible, en fait, de se retrouver amputé de sa capacité physique. Ça vient réveiller, enfin ça peut, ça peut venir vraiment réveiller quand on a été victime de violence. Ça fait des reviviscences traumatiques en fait. Oui, oui, c'est entre autres des choses que nos invités ont pu partager, en effet, que ayant conscience de cette prise en compte de la personne, comme tu dis, en plus le fait que ce soit toujours les mêmes sages-femmes, que ce soit demandé avant de toucher le corps, même au-delà du toucher vaginal, juste pour la palpation par exemple du ventre, c'est quelque chose qui était hyper rassurant pour elle. Comme tu dis, c'est physique, c'est psychologique, c'est la prise en compte de l'autre, donc c'est vrai que c'est quelque chose, pour les personnes qui ont entendu les témoignages liés à cette thématique, qui a été dit à plusieurs reprises par les invités précédemment. On parle justement de ce lien de confiance, et bon, on a parlé spécifiquement là de la première rencontre. Maintenant, on imagine que la personne a été prise en charge, elle répond entre guillemets au cahier des charges qui fait que son profil est à bas risque et que donc elle peut entamer son suivi. Il y a un binôme, un trinôme selon les maisons de naissance qui du coup prend en charge ce couple. Quels sont les premiers échanges lors des premières consultations que vous avez avec elle pour vraiment justement créer ce climat et ce lien de confiance pour leur permettre de se sentir en sécurité le plus tôt possible dans leur suivi? Oui, tout à fait. En fait, en général, ce que je fais quand je pose la question, c'est que j'essaye, moi, en tout cas, déjà de me sentir bien ancrée au moment où je la pose la question. C'est bête, mais en fait, je pense que quand soi-même, en fait, on se met dans une position où on sent qu'on se sent à peu près solide, on est bien posé sur ses deux fesses, j'ai respiré un petit coup avant, tranquillement, et puis je pose la question en étant très large, et puis je parle assez longtemps dans cette question. En fait, je la pose lentement et j'explicite. Je dis: alors, je vais vous poser une question qui est pas forcément facile à aborder, mais c'est important qu'on vous la pose, et j'explique pourquoi est-ce que c'est important. Et le pourquoi c'est important, c'est que quand on devient parent et que on a vécu des violences dans l'enfance, dans la parentalité, si on s'est pas occupé, qu'on a
enfoui sous le tapis des violences, et là je pense aussi aux hommes qui ont vécu des violences quand ils étaient petits, eh bien on risque peut-être à un moment donné de se voir, une fois qu'on est bien fatigué, bien aux prises avec les débuts d'être parent, des pétages de plomb, et puis une parentalité du coup qui serait pas structurante et qui serait mal accompagnée, et puis néfaste en fait pour cette petite famille qui se crée. Donc voilà, donc je la pose à la fois pour bien sûr pour les femmes, pour savoir si elles ont vécu des trucs et qu'il faut qu'on fasse particulièrement attention. Je pense qu'on fait attention tout le temps, mais en tout cas surtout pour qu'elles sachent qu'en tout cas c'est OK, que elles ont leur place ici, et que pour nous, déjà d'une qu'on les croit, qu'on prend en conscience absolument tout ce qu'elles nous disent, si elles ont envie de nous le dire, et puis qu'elles ont leur place ici. Ben déjà, ça c'est le truc important pour moi de leur donner cette réponse-là. Mais aussi effectivement, je trouve, pour dépister. Dépister, chez les 2, chez l'homme comme chez la femme, s'il y a un passé traumatique dans l'enfance, parce qu'on sait qu'une grande majorité des agresseurs sont des agressés. Voilà. Donc moi je pense qu'on a un rôle clé en fait là, au moment du début de l'accompagnement pendant la grossesse, pour la poser cette question, parce que même si la réponse elle va pas sortir positive à la première fois, le fait de le dire, voilà, je vous pose cette question parce qu'en fait on sait que la parentalité c'est pas facile, et quand vous allez devenir parent et que vous allez vous occuper de votre petit bout, si vous avez vécu des choses qui ont été difficiles pour vous dans votre enfance, peut-être que ça pourrait se rejouer, et je suis sûre que c'est pas ça dont vous avez envie. Le fait de poser ça, même s'ils répondent pas la première fois, c'est pas rare que derrière, on arrive petit à petit à ce qu'ils reviennent. Alors là, on a l'impression que je fais un gros truc bien genré. Ouais, c'est sûr que ça, c'est statistique. Il y a plus de violences qui sont perpétrées par des hommes que par des femmes, mais vraiment là, je le dis en pensant aux deux. Enfin, on a eu aussi des femmes qui sont violentes sur leurs enfants, et puis parce qu'elles ont vécu des violences aussi. Enfin voilà, de toute façon, c'est quelque chose qui malheureusement se rejoue tellement c'est déstructurant en fait dans l'enfance. Donc voilà, pour moi la grossesse c'est un moment en maison de naissance, on a quand même du temps, et on les connaît bien, et on a cette relation de confiance, donc c'est un milieu qui est complètement idéal pour pouvoir à un moment donné leur dire écoute, peut-être que ça serait quand même bien, tu vois, d'aller creuser un peu ça. Si tu as envie, si tu le sens, je peux te donner des contacts. J'ai des professionnels de santé qui sont formés sur la question, tu seras bien accueilli, et c'est des gens dont c'est le boulot en fait de t'aider à dépasser ça et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux. Bon là je faisais plus parler de comment est-ce que moi je la posais la question, et du moment. Donc voilà, c'est un moment où en tout cas faut que moi je le sente bien pour la poser, et puis que eux je les sente bien pour l'accueillir quoi. Et après derrière, en général, ce qu'on fait quand on sait qu'une femme a vécu des violences, ou alors qu'il y a une situation compliquée dans le couple, qui a trait aux violences, on s'en parle. Moi je travaille en trinôme actuellement, et on s'en parle dans l'équipe. On a des réunions régulières. Et évidemment, on se dit, voilà, j'ai inclus Madame X, voilà, elle a vécu ça, donc voilà. Enfin, dans les consultations, on va pas forcément revenir dessus si elle en manifeste pas le besoin. Après, ça dépend. Ok. Enfin, de toute façon, c'est de l'humain, c'est du relationnel. C'est comment est-ce qu'on le sent. Je pense qu'on les connaît quand même bien, et puis on voit quand ça va ou quand ça va pas. Quand on sent que c'est un petit peu une période difficile, etc. Voilà, ça va être un moment où on va revenir tranquillou en disant ouais, je te sens fatiguée, qu'est-ce qui se passe, ça va pas, t'as continué ton suivi, t'en es où par rapport à ça, et puis là on va rentrer un petit peu sur la question de son trauma à elle, et puis de où est-ce qu'elle en est dans tout ça quoi. Je me demandais justement, tu viens de parler de situations où ça pourrait être encore actuel dans le couple. Tu as sous-entendu voilà, que vous pouviez avoir des fois des suivis où potentiellement il y a quelque chose de sous-jacent, de clair, pas clair, etc. Est-ce que dans ces situations-là, vu que là on ne parle pas d'un trauma passé, qui soit durant la petite enfance ou durant même la phase adulte de la femme, et qui peut être du coup traité en parallèle par des suivis psychologiques, psychiatriques ou autres, au choix de la personne évidemment. Quand c'est quelque chose qui est dans le présent, comment ça se gère ça ?
Alors en fait, effectivement, ça arrive quand en cours de suivi, du fait de notre position, un petit peu privilégiée de bien connaître nos patientes et de pouvoir, avoir du temps pour parler avec elles et puis aussi d'avoir leur confiance en fait surtout. Ça arrive aussi qu'on découvre que dans la relation de couple par exemple, ça m'est arrivé 2 fois cette année-là, que dans la relation de couple en fait, il y a que ça coince en fait, qu'il y a une inégalité, qu'il y a de la violence psychologique, voire de la violence sexuelle. Ça c'est pas évident parce que on s'attend pas à ça. On se dit, bon voilà, un petit couple qui a un petit projet d'accouchement physio en maison de naissance, ils sont partants tous les 2, ça va être chouette. Enfin, on a un petit peu tous des a priori comme ça et puis, là, dernièrement, voilà, on s'est rendu compte, tardivement. Il y a un couple notamment auquel je pense où vraiment, on s'en est rendu compte, tardivement après l'accouchement. On s'est rendu compte que, ouais, Oui. c'était pas facile, qu'en venant à la maison, par exemple et puis dans les réflexions, du partenaire et puis, petit à petit, en fait, en creusant, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, voilà, qu'il y avait de la violence psychologique quotidienne, qu'il y avait de la violence sexuelle. Mais là, du coup, on est dans une situation où en fait, c'est, nous on voit et elle voit pas encore. Voilà. OK. Ouais. Donc c'est, ça c'est je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile Mmh. parce qu'en fait, nous ça nous renvoie on aura envie de dire: «Non, non, mais attends, mais là, c'est absolument pas possible, en fait. Tu peux pas rester avec ce mec-là. Tu te rends pas compte, en fait, comment il te traite, tu peux pas te laisser maltraiter comme ça. Tu peux pas te laisser mal parler. Tu peux pas, subir, une sexualité non consentie, c'est pas possible. Enfin, tu viens d'avoir un bébé, il faut que tu changes ça». On a envie de faire ça, en fait. On a envie de ruer dans les brancards Mmh. et ça, Oui, bien sûr. c'est pas ça, en fait, qui va se passer parce que ça leur prend du temps, ça leur prend beaucoup de temps et ça, c'est d'avoir fait le DU, ça m'a permis de comprendre, en fait, ça, c'est qu'elles ont leur temporalité dans, accéder, à l'information, dans, finalement aussi, je pense que le truc à la base, c'est retrouver un peu de considération et une fois qu'elles ont suffisamment de considération et qu'elles ont un tout petit peu plus confiance en elles, là, elles vont peut-être pouvoir commencer à écouter un petit peu, ce qu'on leur dit. Si nous, on trouve que c'est un peu juste la façon dont ça se passe à la maison et tout ça. Et puis, ça va faire son chemin doucement. Et puis, après, elles vont retourner. Bon, ça, après, c'est le cycle de la violence hein, qu'on connaît. Il y a des moments où il y a la lune de miel. Et puis après, ça recommence. La violence augmente. Et puis, il y a des clashs. Et puis, bon, voilà. Et en fait, c'est long avant qu'une femme prenne conscience déjà d'une que ce qui se passe à la maison, c'est pas normal. Et deux, qu'elle mérite autre chose et 3, qu'elle accepte, finalement de faire le pas. Donc nous, on est là, on les accompagne sur une durée qui est hyper courte. Donc en fait, voilà. Là, moi, cette fois-ci, cette année, ça m'est arrivé, par 2 reprises, de me rendre compte, qu'il y avait de la violence dans les couples que j'accompagnais et c'est super dur parce qu'en fait, on se rend compte qu'il va falloir être patient, en fait, là. On va essayer peut-être de commencer en tout cas, on peut dire que pour nous, cette situation, elle est pas normale. Ça, il faut le faire, je pense. Mais que par contre, il va y avoir ça va être interminable pour nous le temps que ça avance mais c'est leur temporalité. Mmh. C'est leur vie, c'est leur temporalité. Ça va prendre du temps et en fait, on n'est pas là le syndrome du sauveur là, il va pas Mmh. fonctionner là. Non, c'est sûr. Je me demande aussi d'ailleurs, au tout début de l'interview, tu disais, voilà, en général, quand on fait un suivi en maison de naissance, pendant 2, 3, 4, 5 mois éventuellement, il y a ce suivi, postpartum. Il y a cette relation dont beaucoup de femmes, nous parlent depuis qu'on a commencé ce podcast où elles disent: «Mais même moi, 6 mois après, 1 an après, j'avais un conseil à demander, j'ai pu envoyer un message ou téléphoner à ma sage-femme», quoi. Là, on parle d'une situation où en postpartum immédiat, il y a les visites à domicile, tu te rends compte de ça ou en tout cas, dans le suivi qui soit, pré ou post-natal, tu te rends compte de ça. Comme tu dis, il y a le respect de la temporalité, la prise en compte, bref, tout ce que tu viens de dire, je vais pas le redire. Mais est-ce que, de manière, j'allais dire, exceptionnelle ou en tout cas de manière adaptée à cette situation, pour pas justement, laisser la femme, en proie à sa situation et comme tu dis, pour venir semer les graines de la confiance et de la réassurance qui vont lui permettre à un moment donné de pouvoir, changer, quelque chose en elle pour prendre du recul sur ce qu'elle vit. Est-ce que du coup, vous entretenez, des consultations sous couvert de la parentalité? Est-ce que c'est explicite ou pas que c'est lié à ça? Est-ce qu'il y a vraiment un truc adapté à ce genre de situation pour justement qu'à un moment donné, la situation ne dégénère pas et que, entre guillemets,
personne ne le sache si, comme tu l'as dit, vous êtes les personnes privilégiées qui avaient eu accès à cette information alors qu'en fait, c'est quasi invisible? C'est une très bonne question. En fait, ce qu'on a fait là, c'est tu sais, on n'a pas de protocole, hein, sur ça. Je me Voilà. doute bien, c'est pour ça que je me questionne, en Ouais, fait. ouais, bien sûr. Et là, ce qu'on a fait, en tout cas, là, dans les 2 situations qui se sont, passées, c'est que, déjà d'une, on leur a dit, qu'on était nous, on est d'astreinte 1 semaine sur 3 et qu'en fait, elles pouvaient garder les numéros d'astreinte, autant de temps qu'elles avaient besoin et nous appeler. Voilà. Et c'est à savoir qu'en fait, même si c'est dimanche, bah, elles peuvent appeler, la sage-femme Mmh. d'astreinte, même si c'est le soir, elles peuvent appeler la sage-femme d'astreinte si ça va pas. Et puis, on évidemment, en fait, on les a vus, donc nous, en fait, on les voit au motif de la rééducation périnéale, souvent, hein. OK. Effectivement, on peut, la rééduque, c'est le motif de consultation, en fait, qu'on peut faire traîner. Le truc, c'est qu'on fait pas énormément de rééducation à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. On a un temps, en fait, pour elles qu'on peut faire vraiment régulièrement. On peut les voir une fois par semaine et puis avoir un temps de parole. Alors, il y a aussi les entretiens post-natal là, qui ont été mis, en place. Donc ça, c'est bien. Ça permet aussi d'avoir un peu de temps avec elles. De toute façon, tous ces temps de consultation qu'on peut avoir, on les prend pour elles et c'est un temps où petit à petit, on essaye de poser un petit peu des jalons pour la suite. Parce que des fois, il y a rien. Des fois, il y a pas de suivi, hein, enfin, du tout, quoi. Là, en l'occurrence, la première situation dont je vous ai parlé, avec, ce partenaire qui était quand même, vraiment violent psychologiquement, très dévalorisant et cetera, qu'il avait coupé de ses amis, coupé de sa famille, au préalable, hein. Tout ça, on s'en est rendu compte nous, en postpartum, hein, de ça. C'est souvent, quasi invisible. Ah oui. Ouais, ouais et puis, vraiment, enfin pour le coup, ouais, une personne qui donnait vraiment le change, sur l'accouchement, présent, enfin voilà, vraiment on se serait pas douté. Puis petit à petit, on s'est dit: «Ah mais tiens, mais quand même, enfin elle est bien éteinte, qu'est-ce qui se passe?» et puis bon, ben, voilà, on a compris quoi, puis on l'a vu aussi. Finalement à domicile, on l'a vu. Alors après, ben, voilà, lui il lui a dit: «Mais, là c'est pas bon pour toi, faut que tu arrêtes d'aller à la maison de naissance, c'est pas bon pour toi, elles te mettent des mauvaises idées dans la tête, regarde, tu es toute déprimée». Bon et puis bon, voilà et puis bon, petit à petit, bon on a quand même, elle a gardé le contact avec nous et on a pu alors, c'est le réseau de la patiente, faut essayer de faire avec le réseau qu'elle a déjà elle. On a pu Oui, là, bien sûr, c'est travailler plus ouais, c'est facile. plus facile. On a pu travailler avec son médecin traitant qui était, pour le coup, vraiment un super médecin traitant. On est bien tombé. C'était chouette d'avoir quelqu'un qui était vraiment sensibilisé. On a pu, être en lien avec elle, par téléphone, Tant mieux. lui et voilà que sa médecin puisse lui dire: «Bah, apparemment cette situation elle est pas normale» et puis que nous aussi de notre côté, on est 3 donc sur le trinôme, on puisse lui dire: «Tu sais, voilà, cette situation est pas normale» et bon, bah, petit à petit, voilà, ça a permis, de mettre en place un suivi psy avec une association, du coup, bah, qui propose en tout cas un accompagnement pour les femmes, en postpartum, voilà, c'est pas non plus une association pour les femmes qui sont victimes de violences, hein. On est pas là encore, hein. Oui, oui, Parce oui. que, voilà, je pense que dans sa temporalité à elle, bah, elle arrive pas à mettre ce mot. Mmh. C'est, Oui, mais voilà. comme tu dis, en fait, ça prend du temps. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle puisse, être accompagnée d'une façon ou d'une autre, pour justement ne si déjà elle était dans une situation d'isolement, c'est important qu'elle y reste pas. Après, voilà, quelle forme ça prend, quel mot on met dessus, ça c'est, l'histoire de chacun et de chacune. Par rapport à tout ça, alors là, tu viens de nous parler de ces situations, mais par rapport à tout ce panel, malheureux de personnes qui ont vécu, des violences, quelles sont les différences majeures que vous observez dans les besoins et les attentes des femmes qui, en tout cas, ont vécu ça en amont et par rapport à celles qui n'ont pas vécu de traumatisme, physique ou psychologique ou sexuel? Est-ce qu'elles ont des besoins et des attentes particulières, différentes? Ou est-ce que globalement, les couples et les femmes ont tous et toutes un peu les mêmes besoins de respect, d'écoute et compagnie, c'est juste plus exacerbé dans leur cas? Moi, je me suis posé la question, en fait, de toute façon, on le voit, hein, dans la relation, des fois, à la façon dont elles se tiennent, à la façon dont elles parlent. Les femmes qui ont vécu des violences, c'est rare qu'elles soient, super à l'aise dans le langage, qu'elles soient super à l'aise, quand elles sont, en face de toi. Tu vois bien qu'en fait, il y a quelque chose quand même, qui transparaît, quoi. Elles sont plus vulnérables, alors ça dépend de où est-ce qu'elles en sont dans leur parcours. Il y a aussi des femmes qui se sont réparées déjà, hein, et puis elles arrivent Mmh. à un moment de leur vie où finalement, en fait,
elles ont déjà fait un super chemin et puis bon, elles vont devoir faire avec pour le reste de leur vie. Et que celle-ci, ça marche pas ce que je dis pour elles. Mais je pense à certaines que je suis actuellement où en fait, voilà, tu vois bien que c'est toute existence qui est impactée en fait par ce qui s'est passé là, quoi. Dans son histoire à elle, si elle s'est fait violer ou si elle s'est fait incester quand elle était petite. Voilà, enfin c'est l'existence même en fait qui est compliquée derrière. Donc je pense qu'en fait on est nous sages-femmes en consultation avec ces femmes-là, on est comme on peut avec une personne qui nous renvoie qu'en fait elle a été abusée, elle a été brimée et qu'en fait aujourd'hui toute sa vie c'est un combat minute après minute en fait quoi. Donc on est là un peu à certainement beaucoup plus précautionneuse, certainement beaucoup plus enveloppante, mais c'est pas quelque chose, c'est pareil, c'est pas protocolé, tu vois, ça se fait tout seul parce qu'en fait, Ouais, juste on j'imagine. est dans la relation et que voilà, on est dans prendre soin autant qu'on peut individuellement de telle personne parce qu'en fait, elle nous renvoie que là c'est chaud quoi. Donc voilà, après, je pense que le premier besoin qu'elles ont en fait, c'est de sentir qu'elles sont leur place en fait ici et que pour nous c'est Mmh. ok en fait, on est content en fait de les accompagner. Et qu'on y croit, nous, à ce Mmh. qu'elles vont y arriver et que ça va être super, en fait. Et elles vont pouvoir mettre au monde leurs petits et elles vont être des super mamans et ça va bien se passer. Et en fait, de pouvoir juste leur dire, mais en fait, nous, on est là, on marche à tes côtés, on est là pour t'accompagner, mais en fait, c'est toi qui vas le faire. C'est OK, en fait, on te croit. C'est juste que ça, on le dit à toutes les femmes, mais celles qui ont vécu des violences, en fait, ça, c'est leur plus gros doute en elles. Personne, on les a pas crues et puis, on leur a dit qu'elle mentait et puis on leur a dit que ce qui s'était passé, ça s'était pas passé et puis qu'il fallait pas mettre la merde dans la famille et puis bon, tu vois, enfin donc voilà, j'ai l'impression qu'en Mmh. fait un des besoins, c'est juste en fait qu'on leur dise: «Tu sais quoi? En fait, c'est OK, ça va bien se passer, tu as ta place ici et puis nous, on va t'accompagner, on te fait confiance. On te fait confiance, tu vas y arriver». Après sur les autres besoins, c'est vraiment à chaque fois, je pense que c'est une histoire, ça dépend vraiment de où est-ce qu'elles en sont dans leur parcours de réparation. Parce qu'il y en a on va voir, on va leur poser la question et puis elles vont dire: «Bah oui, en fait, franchement, je peux te répondre. Effectivement, j'ai vécu ça, 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 mais en fait, pour moi, c'est traité, c'est de l'histoire ancienne. La page, elle est tournée. J'ai vraiment déjà fait un bon chemin sur ça». Et puis, il y a celles où elles vont dire: «Ben voilà, moi, j'ai vécu ça et ouais, j'ai fait de la psychothérapie, mais tu te rends compte qu'en fait, c'est encore super dur. C'est encore super dur». Et elles, voilà, c'est sûr, on fait attention, on fait du mieux qu'on peut, j'ai envie de dire. Je sais pas si on fait Oui, chaque bien fois sûr. pareil, mais on fait du mieux qu'on peut. Mais vraiment, par contre, c'est enfin, moi, j'ai un souvenir très très frais en tête d'une jeune fille qu'on a assez jeune qu'on a accompagnée dernièrement et puis qui avait subi un sacré trauma, tu vois, à l'adolescence, quoi, un viol. Et franchement, de la voir, enfin, elle a mis au monde sa petite et c'était mais d'une beauté incroyable. Alors bien sûr, nous, on était aussi tout émus, bien sûr, parce qu'on connaissait son histoire, mais en fait, enfin, moi, j'ai vu la réparation à ce moment-là. Mais peut-être que je l'ai fantasmé, la réparation, j'en sais rien, mais c'est incroyable de voir vraiment cette femme qu'on a suivie pendant toute la grossesse, qui était comme un petit oiseau brisé, qui regarde pas dans les yeux, qui a l'impression qu'à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle sait pas si c'est juste ce qu'elle dit, enfin, elle a pas confiance en elle et tout. Et puis, en fait, au moment du travail, en fait, tu sens une reprise de pouvoir, quoi, une reprise une énergie du corps, là, qui dit, mais en fait, mais là, c'est moi qui commande, quoi. C'est moi qui décide, en fait, là, ce qui se passe, c'est moi qui sens et là, je suis en train de mettre au monde ma fille, il va pas t'arriver ça, tu vois? Enfin, moi, j'ai vraiment, enfin, moi, c'est juste d'en parler, ça me met les poils en l'air. C'était trop beau et voilà. J'ai quand même vraiment la sensation qu'effectivement, en tout cas, on a quelque chose à proposer et je pense qu'on a quelque chose à faire, nous, en maison de naissance, là, pour ces femmes-là. Mmh. Après, quand, comment, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est trop tôt? Je sais pas, mais bon, moi, c'est bien dans ma tête, en tout cas. Et tu viens de dire justement, que tu avais vu, la réparation, au moment de cet accouchement. J'imagine que tu as pu soit le voir, soit en entendre parler, même à d'autres, moments, hein. Des fois, ça peut être, j'imagine, suite à la naissance ou ce genre de situation. Comment, l'accompagnement, personnalisé et centré sur les besoins de la femme, comme tu viens de nous le dire, avec toute la prise en compte, de tout ce qu'elle a vécu et la crédibilité que vous accordez à ses propos, comment ça peut contribuer justement à cette, restauration, à cette, reprise de confiance en soi, à ce sentiment de reprendre le contrôle, sur son corps et d'être, tout à l'heure tu parlais d'empowerment, tu vois? Ce moment, de puissance, absolue au moment de la naissance, comment tu penses que l'accompagnement, qui est proposé en maison de naissance favorise tout ça? Ouais, c'est un petit peu ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. Je pense que le fait de leur faire confiance,
En tout cas, nous, on croit en elles comme on croit dans les femmes tout le temps. Ça, je pense que c'est super important. Après, enfin, je suis pas du tout en train de dire que ça marche à tous les coups. Je pense qu'il y a des femmes pour qui, Malheureusement, ouais. ouais, c'est toujours en fonction de où est-ce qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça a été digéré, comment est-ce que le cerveau a intégré. L'autre truc que moi je fais aussi quand j'ai des patientes qui ont été victimes de violences, voilà, qui ont subi des traumas, c'est de leur expliquer un petit peu le mécanisme du trauma, comment est-ce que ça se passe en fait dans la tête, et aussi de leur dire que bah voilà, elles y sont absolument pour rien, qu'il y a des mécanismes psychiques qui se mettent en place quand on a vécu des traumatismes, qu'il y a des souvenirs qui peuvent pas être intégrés, que enfin voilà, ça c'est tout le mécanisme du psychotrauma, mais pour quelqu'un qui l'a vécu, si on lui a jamais expliqué, en fait, il peut dire par exemple: «Non mais moi je suis quelqu'un d'un naturel hyper stressé. Moi je suis hyper anxieuse, en fait, j'ai toujours été hyper anxieuse». Voilà. Et en fait, elle se dévalorise comme ça en se disant: «Moi je suis toujours quelqu'un comme ça, je suis toujours comme ça». Et en fait, bah là, ça permet de dire: «Non, non, mais en fait, attends, on va reprendre les trucs. T'es comme ça parce qu'en fait, enfin toi tu penses que t'es hyper stressé, mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné dans ta tête, ben, il s'est passé ça, t'as vécu un traumatisme et en fait le traumatisme, ça fonctionne comme ça. On peut pas quand on a eu très, très peur, en fait, on est dans un état de sidération et après on véhicule une mémoire traumatique et cetera qui peut pas se réintégrer, qui vient nous harceler un petit peu tout le temps. Donc on a des difficultés d'apprentissage, on a des difficultés pour, relationnelles parce qu'on est toujours, harcelé par une forme d'angoisse latente qui est toujours ici parce que cette mémoire traumatique, elle est pas comme le reste de la mémoire et ça, en fait, c'est un handicap de vie, quoi. Et donc, en fait, toi, tu dis que tu es toujours stressé, mais en fait, toi, tu y es pour rien dans ce qui t'est arrivé là. C'est juste que il t'est arrivé ça et en fait, ben, tu vis avec ça comme quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, qui devrait porter une prothèse parce que il lui manque un morceau de sa jambe, quoi. Donc, en fait, là, maintenant, ben, on va essayer de voir peut-être comment est-ce qu'on peut faire. Il existe des petits trucs, le MDR, par exemple. Enfin, il y a des techniques aujourd'hui pour pouvoir intégrer un petit peu, travailler sur la mémoire traumatique, pour essayer d'avancer un petit peu dans tout ça et vivre avec ton truc. Donc ça, c'est expliquer les traumas comme ça, on appelle ça faire de la psychoéducation. Donc c'est expliquer le mécanisme du trauma. Et en fait, ça, je trouve que c'est assez chouette parce que souvent les femmes qui ont vécu des violences, ben, elles n'ont jamais entendu ça, en fait. On leur a jamais dit, mais en fait, toi, c'est normal, en fait, t'as vécu ça, donc c'est pour ça qu'après, derrière, ben, tu dis que t'es stressé tout le temps, mais en fait, c'est normal d'être stressé tout le temps parce qu'il s'est passé ça dans ta vie. Donc, de pouvoir l'expliquer un petit peu avec un regard un peu scientifique, finalement, parce que c'est un peu scientifique comme approche. C'est vraiment de dire, bah, tac, neurologiquement, il s'est passé ça, puis du coup, bah, voilà, t'es comme ça. Je pense que ça permet aussi pour elle de prendre un peu du recul sur ce qui s'est passé et puis, de se dire: «Mais en fait, peut-être que je suis peut-être pas si nulle et si stressée que ça, quoi, juste». Bon, en tout cas, moi, ça fait partie des outils que j'utilise de temps en temps, avec certaines patientes. C'est pareil, ça marche pas pour tout le monde. Oui, bien sûr. De Mmh. toute façon, tout le monde fonctionne pas pareil, hein. Comme tu disais, c'est vachement au cas par cas, hein, ce genre de Ouais. situation. Mais c'est vrai que le fait de rationaliser, de mettre finalement des schémas entre guillemets un peu froids, ça permet de distancier sa situation. Comme tu dis, finalement, tu disais une manière scientifique, on peut même voir ça comme juste une exposition de faits Ouais. scientifiques ou Oui, non c'est ça. scientifiques, mais de se dire ah tiens, c'est comme un moteur de voiture, bah tiens une panne ça fonctionne comme ci ou ce genre de choses. Ça permet d'être à distance de la situation et de pouvoir après, même pas au moment de la consultation, tu vois, d'y repenser ou quoi. Je trouve que quand on explique, ouais, comme tu dis, de manière scientifique, ça permet de décaler la culpabilité parce qu'on y met beaucoup d'émotionnel et donc on va justifier par ce qu'on vit, ce qu'on Mmh. vit, ce qu'on vit. Et en fait, quand c'est un fait scientifique, on s'identifie de manière plus légitime en fait en se disant bah oui, j'ai ce critère, ce critère, ce critère, ce critère, donc en effet, Ouais. c'est ce que je vis. Alors que quand il y a de l'émotionnel, on fait pas Ouais, assez ouais, bien. tout Quoi. à fait. C'est le fait d'objectiver une situation, quoi. Tout à fait. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on fait, je trouve, en maison de naissance, en fait, quand on vient sur les cours de préparation à la naissance, vraiment expliquer, bah voilà, regarde l'accouchement, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, le corps, enfin voilà, quand on explique hein, vraiment la mécanique du Mmh. travail, moi souvent je leur dis en fait, je trouve quand on comprend à quel point est-ce qu'elle est bien foutue la bécane, on a quand même moins peur. Peut-être qu'il reste encore Ah des peurs, oui. mais on a quand même moins peur une fois qu'on a compris. Et en fait là, bah, je trouve que dans la psychoéducation, dans expliquer en fait le mécanisme du trauma et ses conséquences, du coup, c'est un petit peu pareil. Ça permet de dire alors, c'est pas qu'on a moins peur, mais c'est en tout cas peut-être on culpabilise peut-être un petit peu moins parce que c'est ça qui les bouffe, hein, les femmes qui ont vécu des traumas, c'est
C'est terrible, mais c'est la culpabilité. Je crois que c'est ça le plus difficile pour elles. Elles sont victimes et elles culpabilisent et elles se sentent nulles. Oui, c'est un cercle vicieux Ouais. et interminable. Du coup, maintenant, on va parler un peu plus de la préparation à l'accouchement après, du coup, un traumatisme ou des violences passées ou actuelles. Et tu nous parlais tout à l'heure notamment de MDR, t'as cité au passage et t'as cité 2-3 choses. On se demandait si tu pouvais nous parler un peu des outils ou des pratiques spécifiques que vous mettez en place pour aider ces femmes à se préparer à leur accouchement, en tenant compte notamment du coup de leur passé, avec par exemple des outils annexes comme tu as pu citer, ou si tu as 2-3 choses à nous mentionner pour les aiguiller. Alors en fait, pour l'instant, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'existe pas grand-chose en fait. C'est que on pourrait mettre des choses en place en maison de naissance, mais nous, en tout cas, on l'a pas fait encore pour l'instant. De mettre un petit peu des choses en place de manière un peu spécifique. Justement, en réfléchissant un petit peu à cette question-là, je me disais que ce serait bien qu'on le fasse, de mettre en place des petits outils un peu spécifiques, et aussi toujours en surfant sur le fait que elles ont aussi, je pense, besoin qu'on soit là pour elles, qu'on les coucoune, qu'on leur offre un cadre de sécurité, ouais, mais aussi qu'on leur fasse confiance. Donc, on est toujours un peu sur ce truc où il faut pas non plus pour autant les stigmatiser en disant bon, alors attends, on va lui faire une préparation spécifique parce qu'elle a été victime de violence. Probablement que si elle a déjà, qu'elle est venue en maison de naissance, elle est déjà dans l'action parce qu'elle a pris la décision de venir. Elle a fait un sacré choix en fait, déjà. Donc elle est déjà assez actrice juste de par sa démarche. Mais je pense quand même qu'on pourrait, en tout cas, peut-être travailler un petit peu sur l'ancrage, donner des petites techniques un peu d'ancrage. Pour l'ancrage, c'est un peu c'est des techniques qui permettent de gérer l'angoisse en fait. Quand l'angoisse monte, voilà, c'est des petites choses, c'est des petits tips du quotidien. Comment est-ce qu'on peut faire pour revenir au moment présent, pour pas partir et se faire embarquer dans un épisode dissociatif. C'est la dissociation, c'est quand on échappe en fait à la réalité du moment, quoi. Et la dissociation, c'est un mécanisme psychique qui se met en place après un trauma. De pouvoir leur proposer des techniques d'ancrage, je pense que c'est bien, et c'est effectivement, c'est un truc qu'on pourrait aussi faire pour tout le monde de toute façon. Ce serait bénéfique pour tout le monde parce que finalement, des moments d'angoisse dans la vie, on en a tous. Mais peut-être qu'elles vont pouvoir s'en saisir, en fait. Oui, je dis ça parce que nous, on fait de la préparation en cours collectif. Donc voilà, on va pas faire un groupe où on aurait que des femmes victimes de violences, par exemple. Voilà, elles vont être avec les autres femmes. Et puis voilà, mais effectivement, je pensais que l'ancrage, ça pourrait être bien. Et puis travailler aussi peut-être sur un peu sur la proprioception, et notamment sur la proprioception au niveau du périnée. Je pense que ça peut être bien parce que chez certaines patientes, en fonction toujours de où est-ce qu'elles en sont dans leur parcours, dans leur avancement par rapport à leur histoire, certaines, en fait, le corps, quand il a été, le périnée, en l'occurrence, s'il a été malmené, violenté, qu'il a souffert, qu'il a été un objet de trauma, en fait, il peut ne plus exister au niveau psychique. Elles peuvent être complètement coupées, en fait, de leurs sensations au niveau du corps, complètement. Et du coup, voilà, ne pas avoir de sensations, par exemple, du tout, plus avoir de sensations. Après, voilà, les corps à chaque fois ils s'expriment de manière différente, mais en tout cas, c'est un truc qu'on peut vraiment observer. Donc c'est vrai que je pense de pouvoir travailler davantage sur la proprioception avec peut-être des petits exercices d'appropriation de la zone périnéale. Le ressenti, travailler un peu sur le ressenti, voilà. C'est des trucs qu'on pourrait mettre en place, c'est juste qu'on l'a pas fait. C'est tout à fait propice, toujours en trouvant, je pense, la bonne façon de faire. Oui, à qui c'est adapté. Ouais, à qui c'est adapté, rien de systématique. De toute façon, il n'y a jamais rien de systématique. Oui, que ça ne devienne pas intrusif inutilement. Ouais, voilà, ouais, et puis pas stigmatisant, quoi, surtout pas stigmatisant, ouais. Tu vois, en parlant de ça, ça me fait penser, on a plusieurs invités dans divers contextes de nos thématiques qui nous ont dit, quand elles avaient quelque chose de particulier dans leur parcours, elles ont dit, ce qui était bien à la maison de naissance, c'est qu'on n'en faisait pas cas. Ouais. Et c'est particulier parce qu'en plus, souvent, c'était des trucs où on aimerait être pris en considération dans un temps normal. Et en fait, elles avaient ces deux parallèles de, à la fois, j'ai envie qu'on m'écoute pour cette chose-là, et à la fois, j'ai pas envie qu'on en fasse cas, je suis quelqu'un de normal et je veux juste exister et qu'on me laisse exister, quoi. Et du coup, on a eu plusieurs invités qui parlaient notamment de cette notion d'existence. Mais il y avait ce truc où ça avait répondu aux besoins du fait que elle pouvait le déposer et que c'était pris en compte dans toute la dimension, quelle que soit la situation. Mais en effet que derrière, c'était pas. C'est pour ça que tout à l'heure je demandais, est-ce que voilà, vous en faites des fois des sujets de récurrence ou pas? Parce qu'en effet, des fois, c'est quelque chose que t'apprécies vachement. C'est de pouvoir dire quitter dans toutes
tes dimensions, dans tout ton passé, mais qu'après, voilà, ce soit pas un... Oui, t'es pas forcément à montrer du doigt parce que C'est t'as ça. vécu ça spécialement, quoi. Et du coup, je me demandais, de manière du coup très pragmatique, ça me pose question, je suis assez curieuse de savoir. Donc là, on n'a pas du tout parlé d'hypnose, mais t'as parlé de dissociation. Je me demandais si l'hypnose pouvait être un bon moyen justement de récupérer cette partie, ou alors si on fait des potentielles dissociations, l'hypnose n'est pas forcément compatible. Je connais pas assez bien l'hypnose, je sais pas si toi tu connais un peu cette dimension. Bah, je connais un petit peu. Alors moi, je pratique pas, je suis pas formée à l'hypnose. Je suis formée en sophrologie. Alors c'est quand même un petit peu différent. Enfin, en tout cas, les hypnothérapeutes auront du mal peut-être à entendre que je dise que c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais en tout cas, je pense ce qu'on vient chercher dans ces techniques, c'est l'état de conscience modifié, en fait, pour pouvoir accéder à donner une information, par exemple, au corps, tout en étant dans un état qui est entre la veille et le sommeil, un état de conscience un petit peu limite, à la limite du sommeil, et de pouvoir s'adresser finalement au cerveau dans une zone où il peut intégrer plus facilement ce qu'on veut lui transmettre. Et je me suis un peu posé la question, et je vais pas l'avoir, la réponse, ou je vous dis tout de suite, mais je peux vous dire un peu le questionnement que j'ai eu à ce sujet, à savoir effectivement, en fait, la dissociation, c'est quitter l'instant présent, c'est une forme de fuite organisée psychiquement pour se soustraire à une situation. Donc c'est difficile à repérer la dissociation quand on n'a pas l'habitude, et puis quand on commence à avoir un petit peu plus l'habitude, on la voit. Moi, je m'en rends compte un petit peu de plus en plus chez certaines personnes, mais je pense que des fois c'est très très discret. Mais de temps en temps, voilà, on a des gens qui s'évadent, qui regardent ailleurs, qui écoutent pas, ou alors qui sont très très hyperactifs, ou carrément qui switchent, qui regardent, qui se mettent en pause, qui arrêtent de parler. Et puis bon, là c'est assez clair, quoi. On sent qu'en fait il y a vraiment, c'est un mécanisme qui va venir aussi quand c'est le moment de se mettre en pause spécifiquement pour la personne. Donc est-ce que en proposant un accès au cerveau, en étant dans un état de conscience modifié, est-ce qu'on active ou est-ce qu'on désactive la dissociation? En fait, moi, j'en sais rien, mais je me suis posé un peu la question. Je sais pas ce qu'on peut dire par rapport à ça. Est-ce que c'est positif ou pas? Est-ce qu'on recrée de la dissociation? Moi, c'est un peu ça que j'ai peur, en fait. C'est de retourner, en fait, d'aller favoriser un état dissociatif, et puis que ça passe inaperçu parce qu'en fait, on est dans une séance de sophro, et puis bon. En tout cas, moi, par précaution, j'utilise pas, mais c'est parce que je pense que je suis pas assez calée sur ça. Oui, c'est mieux d'être à l'aise avec l'outil que tu utilises. Surtout dans ce genre de situation, ouais. Ouais, la psyché d'une femme qui a vécu des violences, je pense elle mérite pas de qu'on fasse des tentatives hasardeuses sur elle, quoi. C'est ça. Donc Oui, c'est clair. voilà. Clairement pas. En maison de naissance, nous, ça fait déjà 1 an qu'on en parle dans tous nos récits usagés ou quasiment, de la place du conjoint, du partenaire, du fait qu'il a une place centrale, qu'on essaye peut-être de lui donner une place qu'il n'a pas toujours eue par le passé aussi, et ce genre de choses. Et tout à l'heure, je remets un parallèle, tu parlais notamment de violences potentielles actuelles qui sont décelées, pas décelées, qui sont un peu cachées, qui sont pas... Et je me demandais, du coup, comment peut-être vous justifiez quand vous commencez à soupçonner qu'il y a quelque chose durant le suivi, mais qu'en fait, à la base, le père est censé, le partenaire est censé être invité à toutes les séances, ou en tout cas est tout à fait le bienvenu. Enfin, cette possibilité que cette femme ne parle finalement que en étant seule, et en même temps, on veut inclure le partenaire, le couple. Comment vous gérez ça? Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que tu t'es déjà questionné? Est-ce que tu as quelque chose à en dire sur ce double positionnement dans lequel il faut se retrouver? Oui, alors sur les situations où c'est arrivé, en fait, je pense qu'il nous a fallu du temps, en fait, pour s'en apercevoir. Il nous a fallu toute la grossesse. Du coup, on s'est plutôt rendu compte de ça après, en postpartum, dans les 2 situations. Mais ça m'était arrivé déjà quand j'étais au Calme à Paris, voilà, par contre, vraiment là, pour le coup, en consultation, de me rendre compte qu'en fait, non, enfin là, pour le coup, c'était pas possible, quoi, la façon dont ce partenaire s'adressait à sa compagne devant moi. Là, c'était hyper hyper dévalorisant. Ouais, quand c'est comme ça, en fait, l'idée c'est de pouvoir trouver des moments où en fait il ne vient pas, et souvent en fait il a très envie de venir, très envie d'être là tout le temps, et ça fait un peu partie du coup du profil aussi de ces couples au sein desquels il y a de la violence. C'est que le conjoint violent veut absolument avoir le contrôle sur tout, et surtout pas prendre le risque qu'à un moment donné on vienne mettre la zone dans son protocole, c'est-à-dire de pouvoir dire écoute, là c'est pas normal la façon dont il te parle. Donc du coup ils viennent quand même tout le temps en consultation, donc c'est pas facile, et du coup faut créer des situations. Donc des fois ça va être d'essayer de repérer un peu les moments de la journée où lui va travailler. Donc on peut lui poser des questions sur
c'est quoi tes horaires de travail, comment c'est? Et puis, bah, voilà et après, en fait, on recoupe les infos entre nous et on se dit: «Bah, tiens, si on propose un rendez-vous à cette heure-là en disant que nous, on peut vraiment pas faire autrement, qu'on a que là comme Mmh. créneau, Mmh. ça peut marcher». Et puis après, alors en postpartum, en fait, ce qui va bien, c'est toujours pareil, c'est les moments de rééduc. La rééducation, en fait, voilà, Mmh. tacitement, ils Ils viennent pas, viennent quoi. venir. En fait, c'est des moments où on les a que pour nous, toutes seules, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est précieux. Enfin, là, actuellement, je pense à une maman qu'on accompagne, on est dans le postpartum aussi, et en fait, ouais, on sent que le chéri, c'est compliqué, quoi. Il est vraiment en proie à la colère, fort, quoi, à la maison. Elle supporte pas les pleurs du bébé, Mmh. enfin une colère qui est vraiment, ouais, qui est violente, en fait, hein, pas contre elle, mais du coup contre le bébé et voilà, c'est quelque chose de très fort. Ça reporte énormément sur elle, au final, parce qu'elle est toujours en train de produire des adaptations multiples pour que le bébé ne pleure pas trop fort, pour pas le déranger, pour pas qu'il sorte de ses gonds, pour pas que. Elle met en place des millions de Mmh. stratégies d'adaptation, elle dort que dalle, enfin, voilà. Et effectivement, là, dernièrement, ça a été, la stratégie de pouvoir trouver des temps, en fait, pour pouvoir parler qu'avec elle de ça et pouvoir lui parce que finalement Mmh. les consultations, elles étaient, remplies par, «Ben oui, je m'énerve, je sais pas comment faire, je peux pas faire autrement, mais j'ai pas envie d'aller chez le psy». Ça, c'était le conjoint qui disait ça. Puis finalement, ben, des temps pour pouvoir, pour qu'elle, elle puisse avoir un espace que pour elle, pour qu'on puisse, écouter, bah, comment c'était pour elle, comment c'était perçu là dans ce moment-là, elle vient d'avoir un bébé, c'est son premier bébé et Mmh. puis elle se rend compte qu'en fait, bah, voilà, ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'elle avait prévu, quoi. Ça, Mmh. c'est précieux de se les dégoter ces moments et puis de pouvoir lui proposer. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait ça, enfin, je refais un parallèle avec la question peut-être de l'épisode, mais en quoi les maisons de naissance, sont des lieux, privilégiés pour accompagner ses patientes. En fait, on a la disponibilité et on les connaît. Donc en fait, c'est des questions, on peut pas, enfin, en une demi-heure, trois quarts d'heure de consultation à l'hôpital, dans le flot des consultations, mais on peut pas du tout se rendre compte de ça. Personne. Enfin, c'est pas une question d'être bon ou pas bon dans le métier, c'est juste que qui peut, au milieu de une consultation sur une journée hyper chargée, avoir l'acuité diagnostique, suffisante pour se rendre compte que, ben, tiens, aujourd'hui, elle est pas tout à fait comme d'habitude et qu'elle va pas bien et que Mmh. puis bon, il y a pas le temps, enfin, ouais. Mais surtout que tu vois pas souvent les mêmes patientes. Ouais. Ça dépend ça dépend de la taille de l'hôpital, on est d'accord, hein, mais Ouais, tout à fait. tu pas forcément amené à voir, tout le temps, les mêmes personnes. Oui, c'est un cadre particulier, quoi. Ça me fait penser, j'ai trouvé la combine hyper intéressante. J'ai déjà vu ça dans la maison de naissance où on est bénévole et j'ai vu ça, dans d'autres lieux aussi, type, bar ou ce genre de choses, où il y avait le violentomètre, je crois que ça s'appelle comme ça, Oui. et qui était placé dans les toilettes. Et je le dis comme ça pour ceux qui nous écouteraient et potentiellement auraient même d'autres types de lieux qu'une maison de naissance, parce que bon, la maison de naissance, ça s'y prête particulièrement, parce qu'on est dans le soin et dans le médical. Mais je trouve ça hyper intéressant quand je l'ai vu la première fois de me dire, en fait, les toilettes, c'est l'endroit où tu es face à toi-même seulement et où il y a pas, même si par exemple tu vois l'affiche en étant accompagné de quelqu'un et que la personne ne regarde pas du tout l'affiche à ce moment-là, tu es quand même dans le même espace que cette personne qui potentiellement a une emprise sur toi d'une manière ou d'une autre. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très important que ça existe dans les toilettes, des femmes. Et du coup, là, je voulais le placer. Je sais pas si vous en avez dans votre maison de naissance à vous, mais en tout cas, je trouve que c'est un léger outil, mais qui peut-être peut être, un premier pas vers le chemin de: «Ah oui, en fait, je me situe là». Et comme on disait tout à l'heure sur, les notifications assez légitimes avec un espèce de baromètre, du coup, le violentomètre, donc j'explique parce que c'est pas clair pour ceux qui ne savent pas. En fait, c'est l'idée d'avoir, on peut le trouver sur internet, je pense très Oui. facilement, c'est un baromètre donc avec, des échelons de violence qu'on peut subir qui va donc, dans le vert, il y a marqué, «Notre partenaire, nous parle correctement, il est avenant, il est machin», et en fait, on rentre dans, là, il commence à critiquer, comment on est habillé. Enfin, je connais plus les critères, bien sûr, mais et en fait, on rentre de plus en plus dans le rouge avec des exemples concrets de ce qu'on peut vivre. Et du coup, là, je voulais le placer là parce que parler d'outils et ce genre de choses notamment, et c'est pas grand-chose, mais c'est pas rien non plus, quoi. Ouais, c'est un très bon outil, hein, le violentomètre. Justement, je me dis effectivement, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas mis un dans les toilettes de la maison de naissance? Je pense qu'on est peut-être encore un peu dans ce truc de la beauté, de la naissance, de voilà, des petits cœurs, Mmh. des petites fleurs de partout, et c'est trop chouette, et en plus Mmh. l'ocytocine, et c'est encore des petits cœurs et tout ça. En fait, c'est vrai que peut-être que
On se dit, mais est-ce que ça va pas faire un peu tâche dans la déco là d'aller accrocher un gros violentomètre dans les toilettes? Mais moi j'en ai un à mon cabinet parce que du coup c'est vrai que ce que je vous ai pas, que j'ai pas dit, mais j'ai gardé une petite activité libérale un jour par semaine en plus, et du coup je propose du coup une consultation qui est dédiée aux femmes qui ont des douleurs pelviennes chroniques, et du coup j'ai énormément j'ai peut-être les 3/4 sont des patientes qui sont des anciennes victimes de violences, donc j'ai un violentomètre dans mes toilettes. Donc je connais bien cet outil-là, et effectivement il est vraiment bien fait. Dans les toilettes, c'est un endroit de choix, ouais, parce que elles sont tranquilles pour le regarder, et c'est intéressant. Après, 2 choses, il a pas forcément besoin d'être gros. Et moi, par exemple, quand je l'ai vu la première fois, je me suis pas dit: «Oh, c'est rude». J'ai plus eu de la compassion en me disant: «Ah, du coup, il y a des femmes, même ici, qui pourraient en vivre». Enfin, j'ai eu plutôt un effet, de sororité, en fait, qui est né quand je l'ai vu, plus qu'un effet de: «Ah, ça casse l'ambiance». Ouais, tout à fait. Non, mais en fait, c'est vraiment une bonne idée, hein. Je pense qu'on va le faire. Merci. Non, mais en plus, franchement, c'est à côté de photos d'accouchement et tout. Moi, je trouve pas que ça fasse tâche. Moi, j'aurais pas forcément dit de la douceur. Moi, c'est vraiment cette dimension d'accueillir tout le monde. Oui, c'est ça. Et tout Oui. ce que t'as vécu, et que c'est OK, tu vois, d'en parler. Et comme tu dis, je suis absolument d'accord que les toilettes, c'est sans doute le seul endroit où t'es, entre guillemets, assez sûr d'être seul. Tout à l'heure, ce que tu disais, Alice, hein, souvent, les personnes qui veulent avoir de l'emprise sont un peu omniprésentes. Donc, c'est vrai, Capucine, que c'est très pertinent, ce truc des toilettes. Du coup, tout au long de l'interview, on a parlé forcément, du corps, parce que dans le soin, il y a le corps aussi. Et à travers, tous les témoignages qu'on a pu recueillir, on sait à quel point en maison de naissance, les sages-femmes accordent une attention particulière au respect du corps, notamment demander l'autorisation avant tout contact, ne pas pratiquer, comme tu disais tout à l'heure, d'examens sans nécessité médicale avérée, pas de touchés vaginaux inutiles, si la femme ne le demande pas, ou s'il y a pas de problème avéré. En tout cas, est-ce que vous adoptez des précautions particulières lorsque vous accompagnez des femmes ayant vécu des traumatismes? Ou bien finalement vous appliquez simplement les mêmes pratiques en estimant que ce que vous proposez garantit déjà le respect optimal, si on peut dire, du corps et du consentement? En fait, je pense qu'on n'est jamais pareil, mais quelle que soit la naissance, en fait. À chaque fois, il se joue un truc nouveau, parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle situation, une femme qui arrive avec toute son histoire et qui va mettre au monde son bébé dans ce contexte particulier-là, avec la sage-femme et son humeur de sa journée particulière aussi, quoi. Donc à chaque fois, c'est déjà spécifique, en fait. Tout le temps, c'est spécifique. Une naissance, elle ressemble jamais à une autre naissance. Par contre, ce qu'on propose en maison de naissance, et qui vraiment, pour le coup, au moment de l'accouchement, je pense, fait la différence, c'est que déjà, en général, bien sûr il y a un respect du corps, et ça elles le savent parce qu'elles s'en sont rendues compte déjà pendant toutes les consultations. Mais il y a aussi un respect vraiment au moment de l'accouchement, de la temporalité, du temps qu'il leur faut, en fait. Et des fois, c'est pas facile d'y aller, entre guillemets, dans le travail et dans le dur des contractions, surtout s'il y a des expériences difficiles avec ce périnée, avec voilà, de laisser passer ce bébé dans ce sens-là, et d'aller écarter les tissus, etc. C'est sûr que je pense que des fois, c'est des patientes qui vont peut-être faire soit des accouchements express, soit au contraire des accouchements avec des phases de latence super longues, parce que il y a de la peur là qui est terrible, quoi. Et donc voilà, de respecter cette temporalité, de pouvoir les laisser vivre ce qui se passe là tranquillement, quoi. Je pense dernièrement à une maman qui mettait au monde son premier enfant, et qui a été victime de violences dans sa jeunesse. Voilà, ce bébé, il a dû rester posé sur son périnée longtemps. Et voilà, elle avait besoin de ça, elle a besoin de temps, en fait, là, à ce moment-là, pour accueillir cette sensation. Et voilà, c'était de se dire, OK, c'est atypique, mais en fait, c'est possible. En fait, en maison de naissance, on vient accoucher avec qui on est, avec notre background, avec tout ça. Et puis, nous, sages-femmes, on accueille ce qui vient, ce qui se passe, bien sûr, dans la mesure où, évidemment, on va s'assurer que la sécurité, elle est toujours là. Bien sûr, ça, c'est évidemment notre priorité. Mais je veux dire, quand tout va bien, en fait, c'est OK, quoi. On peut tout à fait s'adapter à ça. Et surtout quand on connaît les histoires des femmes. Parce que là, du coup, ça faisait vraiment sens. On s'est dit, OK, forcément que là, ça va peut-être prendre un petit moment. Et c'est son temps. C'est sa temporalité. Elle a besoin de ça. C'est OK. Et ce bébé, il va sortir tout doucement. C'est pas grave. Et voilà. Puis je pense aussi être en disponibilité quand on connaît leurs histoires, aussi pour les émotions qui vont venir là dans ce moment-là, ce moment très particulier où
où le bébé descend dans le bassin. Et vraiment, cette phase passe de la phase de dilatation du col vraiment à la phase de descente. Et là, c'est vraiment un moment qui est tout plein de sens, en fait. Pour tout le monde, c'est très, très intense, bien sûr. Mais je pense que, voilà, ça peut aussi avoir des significations particulières quand on a vécu des violences sur la filière génitale, qu'elles soient des passés de violences gynécologiques, ou des violences sexuelles, enfin bref, quelle que soit l'histoire, quoi. Et du coup, quand on sait ça, je pense quand on est un peu dépositaire, garante du témoignage des femmes et qu'on les connaît et qu'elles viennent déposer leurs petits à nos côtés, on doit pouvoir être dispo pour accueillir toutes les émotions qui viennent là, quoi, à ce moment-là. Et aussi pour pouvoir nous se mettre en miroir et de leur envoyer c'est ok, que tu peux dire tout ce que tu veux et tu peux pleurer, tu peux craquer si tu veux, il y a pas de problème en fait, quoi. On est là pour toi et c'est ok, vas-y, lâche tout ce dont tu as besoin et puis fais-toi confiance et tu sais faire et t'es capable et ton bébé il sait faire et vous allez y arriver ensemble. Ouais, c'est tout ça, quoi. Mais je sais pas s'il y a il y a pas de protocole, hein. Oui, non, mais c'est sûr. Et du coup, tu parlais notamment du passage dans le bassin, ce genre de choses. On se demandait s'il y avait des moments clés pendant l'accouchement où vous veilliez particulièrement à respecter justement cette sensibilité ou cette histoire personnelle de ces femmes qui ont vécu des choses particulières. Bon, en fait, je pense qu'on sait de toute façon quand comme la question des violences, maintenant on la pose vraiment systématiquement et puis on la pose bien. Enfin, je pense qu'on la pose bien maintenant, mieux en tout cas que ce que je faisais avant, c'est sûr. Puis on en a bien parlé aussi avec mes collègues et c'est chouette parce que du coup elles sont au top aussi sur ce sujet-là. Du coup, en fait, on sait quand il y a quelque chose dans l'histoire d'une femme, en fait, on le sait. Donc quand elle vient accoucher, on sait, on est au courant de ce petit ou de ce gros secret-là, qui est pas forcément un secret d'ailleurs. Et après, c'est toujours pareil, c'est de se dire, bah voilà, si ça se trouve, en fait, ça va tout bien aller vite. Enfin, je veux dire, sans problème, sans détour. Des fois, ça va vite. Des fois, il y a même un côté un peu, on va plier ça vite fait, quoi. Hein, parce qu'il faut pas que ça traîne. Justement, faut pas que ça traîne dans ce périnée-là non plus, tu vois. Et puis, bah, des fois, ça va être plus long. Du coup, tu parlais de temporalité, donc potentiellement d'un moment qui va durer plus longtemps peut-être en moyenne qu'une autre femme parce que ce passage crée davantage de réviviscence ou de choses de ce type. Et je me demandais du coup si vous avez fait face à des cas où vous avez eu nécessairement besoin de transfert dû justement à cette histoire de vie qui d'une manière ou d'une autre crée un blocage parce que peut-être pas assez compris en amont, soit par votre équipe, soit par la personne. Enfin, qu'il y ait eu un peu ce type de situation dans laquelle vous avez pu vous retrouver. En fait, depuis que j'ai fait le DU, je pense que comme j'ai un petit peu plus de clés de lecture, je pense que j'analyse les choses un peu autrement et maintenant, du coup, je repense à des situations que j'ai vécues auparavant, plutôt donc au calme à Paris, où des fois je me suis retrouvée dans des situations à devoir transférer sans trop comprendre pourquoi. Par exemple, pour des demandes de péridurale, avec une panique intense, quoi, tu vois, extrême, avec une demande de péridurale, alors que tout allait bien et que on s'attendait pas du tout à ça. Et en fait, a posteriori, maintenant à la lecture de tout ce que j'ai pu apprendre l'année dernière, je me dis que potentiellement on a dû passer à côté de pas mal de trucs parce qu'en fait la question on la posait pas. Enfin, peut-être on la posait, mais je pense qu'on la posait, mais c'est pas pareil en fait quand tu la poses et que tu as envie d'entendre non parce que tu sais pas ce que tu vas pouvoir bien lui répondre à la dame après. C'est pas pareil que quand tu la poses et que tu dis bah voilà, s'il y a un truc je peux accueillir en fait et peut-être même que je vais pouvoir te donner des petites aides, quoi. Donc c'est vrai que maintenant je me dis bah tiens, il y a certaines situations où je me suis dit mais en fait je pense qu'on est passé à côté. Il y a certainement des trucs qui étaient des peurs extrêmes là. Des situations où vraiment, je pense qu'il y avait vraiment de la dissociation finalement au moment de l'accouchement. Voilà, bon après ça c'est une vraie question, on pourrait aller encore plus loin sur ça parce que c'est peut-être qu'on dissocie un peu tous en fait finalement pendant l'accouchement, mais là quand je parle de dissociation, c'était c'est une dissociation qui me semblait quand même de l'ordre du trauma, quoi. Depuis en tout cas, depuis les 8 mois là où je travaille à la maison de naissance de Grenoble, ça m'est pas arrivé de devoir transférer pour cette raison-là. Et par contre, ça m'est arrivé d'observer des magnifiques naissances chez des patientes qui avaient vécu des traumas et de pouvoir, voilà, me dire que c'était chouette. Voilà. Oui, sentir, comme on disait tout à l'heure, la réparation que ça peut provoquer, que ça peut apporter. Ouais. Oui, ça m'étonne pas du coup qu'une fois sensibilisée, t'es dans une autre démarche forcément. Enfin, t'avais pas ces données avant, quoi.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr que c'est autre chose et c'est super intéressant et après, je sens aussi qu'il faut faire attention parce que des fois, du coup, on pourrait percevoir des trucs, on pourrait se dire: «Mais putain, j'ai l'impression que chez telle patiente, elle coche toutes les cases, elle a ça, ça, ça», j'ai vraiment Mmh. l'impression qu'elle, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de pas cool, quoi, c'est sûr. Mmh, mmh mh. On pourrait se dire: «Tiens, ça sent trop» et en Mmh. fait, bah, voilà, peut-être que c'est vrai, peut-être que je me trompe et surtout, peut-être qu'en fait, elle a pas envie de m'en parler et Mmh elle a mh. carrément le droit et aussi peut-être elle est pas en conscience de ça et ça peut tout à fait arriver. Enfin, on a donc des amnésies post-traumatiques, hein, c'est une part du cerveau qui vient vraiment, garder, dans un recoin de cerveau, bah, voilà, l'épisode traumatique et le souvenir du trauma et ça revient pas forcément à la conscience, ça peut revenir à la conscience, enfin les retours de mémoire traumatique peuvent se faire, plus tard, quoi et donc peut-être que nous, en fait, quand on les croise, elles en sont pas là. Ça veut pas dire qu'elles ont pas Mmh. tous les symptômes, hyper handicapants, du Oui. trauma. Donc on peut constater les symptômes et puis, bah, pour autant, bah, c'est pas leur moment à elles, en fait, pour faire ça et on va peut-être être plus délétère qu'autre chose en leur disant: «Mais si, en fait, je pense que viens, on va Mmh. creuser parce que je pense que tu as un truc». Bah, non, quoi. Ah oui, bah oui. Mmh. Et je pense aussi que, bah, déjà, il faut faire attention à la projection aussi, potentielle quand on n'a pas plus d'informations et puis parfois j'imagine aussi, qu'il y a des femmes qui ont peut-être vécu des choses qui amènent les symptômes du trauma de ce type, alors qu'en fait, c'est un autre type de trauma, mais qui rappelle ce type de trauma, donc forcément, en plus, tu sur autre chose. Enfin, tant que tu sais pas, quoi. Et comme on disait tout à l'heure, la temporalité de chacune, c'est à elle de l'amener et pas à toi d'aller le chercher, quoi. Exactement, ouais. Mmh. Du coup, on se demandait, parce qu'il y a ces femmes certes, mais il y a leur entourage, il y a leur conjoint et on se demandait si tu pouvais, nous dire quelques mots sur comment vous accompagnez, les partenaires, ou les proches, en tout cas qui jouent un rôle particulier dans ce suivi de grossesse et cet accouchement, que ça soit, parfois pas forcément, le partenaire de vie, mais parfois un peu plus élargi, les parents ou qui peuvent parfois même être amenés à passer en maison de naissance pour être rassurés ou ce genre de choses, bref. Les gens qui sont, proches de ces personnes et qui sont au courant, notamment de leur histoire de vie, mais qui, soit ne savent pas quoi en faire, soit n'ont pas compris la portée que ça a, soit enfin, voilà, cette dimension où eux ne sont peut-être pas, au bon endroit, soit parce qu'ils arrivent pas à y aller parce qu'ils connaissent pas assez, soit parce qu'ils sont trop innocents sur la question et ne comprennent pas les portées que ça peut avoir, durant une grossesse ou un accouchement. Qu'est-ce que vous offrez comme outil à ces gens-là? Comment vous les accompagnez? Qu'est-ce que vous leur proposez? Je pense qu'on fait tout un petit peu aussi, bah, avec qui on est, dans le moment, hein, parce que c'est quand même c'est pas léger, hein, ces Mmh. moments-là, quand on vient, aborder, bah, voilà, le mal-être ou, le doute, et cetera. En général, déjà dans la consultation, c'est pas des moments qui sont simples. Donc je pense qu'on fait tout un peu différemment. Là, j'ai en tête un peu une situation qui est arrivée récemment finalement où, dans le couple, c'était vraiment compliqué et la patiente du coup, voilà, avait vraiment vécu des violences extrêmes dans l'enfance, vraiment dans l'enfance et en fait, à un moment donné, ce que moi j'ai fait, alors après, faut pas savoir si c'est bien ou pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai senti qu'il Mmh. fallait faire à ce moment-là, c'était de faire de la psychoéducation un petit peu, mais Mmh. devant le conjoint, en fait, de pouvoir rationaliser le truc pour pouvoir dire: «Non, non, mais Mmh. en fait, non, elle n'est pas folle, non, elle n'est pas hystérique. En fait, simplement, il s'est passé ça et il s'est passé ça dans son cerveau, ça a fait ça et donc du coup, en fait, quand elle a des épisodes comme ça où en fait, toi, tu as l'impression qu'elle pète un plomb et qu'elle hurle, en fait, bah, elle est en proie à une angoisse qui est absolument normale et légitime, au vu de ce qui s'est passé, parce que dans son cerveau, il s'est passé ça, 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 puis les adaptations, elles se sont pas produites parce qu'il y a pas encore eu de prise en charge ou parce que ça prend du temps, enfin, voilà. Et donc en fait, c'est toujours pareil, c'est de pouvoir, dire: «Bah, attends, mais en fait, simplement là, enfin, ce qu'elle vit, c'est normal par rapport à son passé. Ça veut pas dire que c'est confortable pour toi. J'entends bien que c'est difficile, dans le quotidien, mais par contre, d'offrir une autre clé de lecture de la situation que, la clé, bah, du partenaire de vie qui voit sa compagne péter un plomb, quoi. Mmh. Donc voilà, ça, je pense que c'est bien, à mon avis, c'est bien de le faire. Ça veut pas dire que ça va toujours non plus fonctionner parce qu'après, ben, voilà, enfin, ce qui se joue dans les couples à chaque fois, c'est quand même, toujours extrêmement complexe et c'est pas parce que tu arrives une fois avec une explication que ça va suffire. Mais bon, c'est bien de le dire quand même, je pense. Mmh. Oui, c'est Oui, important. je pense aussi, ouais. Tout à l'heure, on a parlé du postpartum sur un plan plutôt, émotionnel, notamment avec les violences, actuelles, dans les couples ou ce genre de choses. On se demandait du coup si, sur le plan plus peut-être, du corps, s'il y avait, des choses, sur lesquelles vous étiez, vigilante, en postpartum?
Ouais, effectivement, je pense qu'en tout cas, c'est intéressant de faire attention sur comment ça se passe la suite de l'accouchement, notamment au niveau du périnée, parce que ça reste quand même une zone bon, qui est sensible bien sûr chez toutes les femmes, mais il pourrait y avoir en fait des douleurs qui seraient tout à fait normales dans le contexte d'un post-accouchement, et puis finalement qui persistent en fait, qui peuvent rester un petit peu dans le temps. En tout cas, moi, c'est un peu ce que j'ai pu observer. C'est pas voilà, Mmh. c'est vraiment empirique, mais c'est vraiment d'observation. Et avec des patientes qui du coup ont eu un superbe accouchement, et par contre un périnée qui reste douloureux, qui reste douloureux et lourd pendant longtemps, longtemps. Et ces douleurs finalement, à chaque fois qu'on demande: «Mais toi, comment tu te sens?» et cetera. J'ai mal et j'ai voilà. Et c'est vrai qu'en fait, on pourrait avoir tendance à dire: «Oui, tu sais, écoute, c'est normal, enfin, tu sais, la lourdeur périnéale quand tu viens d'accoucher, c'est normal et puis ça va passer, reste allongé, puis ça va passer». Mmh. Et pareil pour les douleurs. Et en fait, là dernièrement, je me suis dit: «Mais en fait, attention, ça fait 5-6 fois qu'elle te dit qu'en fait c'est lourd et que ça fait mal. En fait, peut-être qu'en fait on peut faire plus que ça». Parce que Mmh. là probablement en fait pour elle c'est un sujet là. Et du coup voilà, je me suis dit que fallait peut-être proposer une rééducation précoce, plutôt dans le sens, je prends en charge, j'écoute ce que tu me dis, j'entends, ça fait mal ce périnée. Du coup, on va essayer de le remettre en mouvement. Peut-être qu'il est un peu sidéré par le passage de l'accouchement, parce que lui aussi, en fait, il est un peu figé, il est un peu sidéré par ce qui s'est passé, parce qu'en plus, il avait déjà un passé traumatique, ce périnée. Donc là, on va peut-être lui proposer une petite prise en charge spécifique, là, avec une rééducation un peu précoce, avec des petits mouvements, du coup, en fait, c'est de la réappropriation, hein, tout simplement. En fait, c'est peut-être même une rééducation qu'on pourrait juste démarrer un petit peu plus tôt, tout doucement. Mais ah ok, tiens, je sens que t'as mal et que ton périnée te pose question, on va faire quelque chose pour ça. On va faire quelque chose, et là, on va Mmh direct mh. repartir sur de la réappropriation, parce que plutôt que de laisser passer ces 6 semaines un peu classiques où on dit: «Non, non, repose-toi, ça va passer». Je pense qu'en fait, ça peut valoir le coup d'être un peu plus à l'écoute, si ça fait mal. Aussi parce que parfois, en fait, les douleurs qui restent pendant longtemps, mais ça après c'est plus, ça peut créer en fait des problèmes gynécologiques en fait. Quand il y a des douleurs qui restent longtemps, on pourrait avoir vraiment une vraie hypertonie périnéale qui s'installe. Un peu comme si le muscle se mettait finalement à toujours être contracté parce qu'il veut plus avoir mal, donc il se met toujours en contraction musculaire. Mmh. Et ça derrière, voilà, ça va pouvoir peut-être être à l'origine de vulvodynie, de vaginisme et tout ça. Donc c'est finalement voilà, juste une réflexion, hein, que je me fais, mais je me dis que en tout cas, il faut juste bien les entendre, hein, quand elles disent que ça fait mal, et qu'on a en conscience qu'il y a eu des traumas précédemment. On peut peut-être proposer quelque chose un peu plus tôt là. Mmh. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, tu expliquais que vous accompagniez les parents aussi dans le début de leur parentalité d'une manière ou d'une autre avec ce postpartum et les premiers rendez-vous que vous faites, dans ces 4 mois en général, après la naissance, et on se demandait, notamment dans les cas d'inceste que les parents auraient vécu et dans leur enfance à eux, on se demandait, comment vous guidiez ces parents qui peut-être, étaient en proie à des angoisses particulières, à des projections particulières, à des peurs liées à comment ils vont gérer, à la fois ce passé, à la fois, comme on disait, les angoisses peut-être liées à une reproduction du schéma, à des choses qui peuvent traîner un peu dans des angoisses autour d'un inceste vécu. Alors moi, pour être tout à fait honnête, en fait, ça ne m'est jamais arrivé. Pour l'instant, en fait, depuis que je pose cette question, je pense mieux qu'avant. Ça ne m'est jamais Mmh. arrivé qu'on me dise que j'ai jamais eu de patiente ou de futur papa qui m'a dit qu'il avait vécu un inceste. Mmh. Certainement que c'est arrivé, que j'en accompagne parce que c'est malheureusement bien trop fréquent. Simplement, moi, j'ai jamais été Mmh. informée. Donc j'ai pas vraiment de réponse, mais ce que je peux dire, c'est qu'est-ce que je ferais si ça arrivait? Je sais pas si ça serait Mmh. juste, mais en tout cas la première des choses, je pense que c'est toujours de se dire, de travailler un peu en pluridisciplinarité là sur ces questions-là, d'expliquer de manière assez factuelle, un peu comme on fait quand on explique le psychotrauma et tout ça, mais d'expliquer un peu les données qu'on a sur la reproduction, en fait, sur la reproductibilité des Mmh. des faits malheureux qu'on a subis dans l'enfance. Mais ça, faut y aller avec énormément de pincettes, tout doucement. Et on peut le dire, peut-être pas forcément sur l'inceste, mais de manière plus large, en fait. Quand on a vécu des situations violentes, et cetera, on sait que
ça crée un référentiel dans le cerveau qui est pas correct en fait dans la manière de se comporter affectivement avec son enfant par exemple. Et du coup, peut-être que ça vaut le coup de retravailler sur sur plusieurs choses, sur le schéma du corps, sur le schéma de la famille, etc. Là dans ce temps-là qui nous reste avant de devenir vraiment parents pour de vrai, parce que ça peut générer beaucoup de tristesse, une dépression, une difficulté à se positionner en tant que parent et tout ça, et qu'on peut peut-être l'anticiper pendant la grossesse. Voilà, soit avec un thérapeute, un psychiatre ou un psychanalyste, peut-être. Ça dépend toujours après de comment est-ce que c'est reçu. Hein. C'est pas facile. Ça peut être en EMDR, effectivement. Le EMDR, c'est la technique un peu qui a fait ses preuves, en fait, pour traiter les traumas. Après, il y en a d'autres, certainement, qui marchent bien. Mais en tout cas, le EMDR, c'est une technique aujourd'hui qui a été validée un petit peu par la science sur le traitement des traumas. Voilà, c'est des trucs qu'on peut proposer. Et après, je pense que c'est des parents qu'il faut pas lâcher. C'est-à-dire que derrière, en fait, même quand on a l'impression que tout va bien, nous, notre suivi, forcément, au bout d'un moment, 4 mois, 5 mois, on va peut-être pouvoir aller jusqu'à 5, 6 mois, mais après, on va s'effacer de leur vie, quoi, tranquillement. Et du coup, je pense que vraiment, ça vaut le coup, c'est pas facile, hein, mais d'essayer de mettre en place au moins la PMI, en expliquant en communiquant, auprès de la PMI pour dire pourquoi est-ce qu'on les contacte, etc. Et je pense que c'est toujours du cas par cas. Ce qui est important, c'est d'avoir quand même un réseau de pros avec des assos, des PMI de secteur, des assistantes sociales, des psys, des thérapeutes de couple, des conseillères conjugales et familiales, enfin voilà, des médecins traitants bien sûr, des kinés, peu importe, mais en tout cas d'avoir quand même un bon carnet d'adresses, ça c'est super important parce que en fonction de la personne et en fonction de son référentiel, on va peut-être pouvoir plus aller l'orienter chez un kiné que chez un psy. Mais en fait, le travail, il va se faire quand même parce que c'est des kinés qui vont bosser sur la proprioception, sur la façon. Bon, ça dépend vraiment des histoires. En tout cas, le carnet d'adresses, je pense qu'il est précieux. Moi, il est pas encore tout à fait complet, le mien, mais j'y travaille assidûment parce qu'en fait, tout seul, on va nulle part là sur ces questions. C'est trop complexe, quoi. Oui. Donc, c'est ouais, voilà. C'est pas votre domaine de compétence aussi. Et c'est pas notre domaine de compétence, absolument, ouais, complètement, ouais. Mais du coup, tu parles de village de soignants en parlant de ça, et on sait que les maisons de naissance, c'est des associations où du coup les parents peuvent notamment se retrouver, peuvent notamment faire il y a des organisations parfois d'ateliers. Alors je sais pas si c'est le cas dans la vôtre, mais en tout cas c'est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de maisons de naissance. Et je me demandais en quoi cette partie de parents qui peuvent se regrouper, en quoi cette partie de... Tout à l'heure, tu nous parlais aussi des préparations à l'accouchement en groupe, toute cette notion un peu de ce que ça porte finalement les parents même entre eux, au-delà de vous, en dehors de vous. Je me demandais ce que t'en pensais, ce que vous en faisiez et l'intérêt que tu pouvais trouver dans ce point-là, notamment aux gens qui connaissent pas toute cette dimension associative des maisons de naissance. Ça, je pense que c'est vraiment super précieux, et c'est au moins aussi précieux en fait que de l'accompagnement que nous on propose en fait, parce que il y a vraiment beaucoup d'isolement en fait en postpartum. Et je pense qu'il y a beaucoup d'isolement pour beaucoup de gens, probablement quand même plus pour les femmes que pour les hommes, juste parce que ils reprennent le boulot plus tôt en général. Et je trouve que dans la maison de naissance à Grenoble, là, c'est quelque chose qui prend bien, mais ça c'est assez jeune en fait encore. Le collectif des usagers, il est naissant, quoi. Il a démarré en même temps que moi, je pense, donc il y a 8 mois. Mais par contre, il prend bien avec des usagers qui sont super motivés, qui sont vraiment très très porteurs. Et puis il y a les ateliers, il y a tout ça. Ça existait déjà bien avant. Et c'est très fort. Enfin, en tout cas, ça marche très très bien. Et puis nous, on accompagne, on pousse beaucoup aussi à y aller, à s'inclure dans le collectif, à participer. On dit qu'on a besoin d'un coup de main et que ça nous fait du bien aussi, que ça nous soulage. Et aussi parce que ça crée du lien. Et je pense que c'est aussi des espaces, en tout cas, pour les femmes, quand elles sont dans cette période de rééduc, où la compagne a repris le travail et que elles, du coup, elles sont dans cette période postnatale qui s'étale encore un petit peu. Il y a vraiment beaucoup d'isolement. Donc, pour les femmes qui, en plus, elles ont un passé traumatique avec de la violence et donc, du coup, une porte ouverte sur la dépression qui est déjà bien ouverte, beaucoup plus grande que les autres, là. C'est un facteur de risque, vraiment, clairement. C'est vraiment précieux. C'est vraiment précieux de sentir que, qu'on peut échanger sur, les coliques, les pleurs, les nuits compliquées, la fatigue et tout ça, en buvant un café avec d'autres parents, et c'est super précieux, quoi.
Je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est super important cet aspect-là de la maison de naissance. En fait, c'est aussi un petit peu la co-gestion de la maison de naissance avec les usagers. C'était comme ça que c'était fait au Calme à Paris. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment super. C'est un espace vraiment complètement co-géré et qui ait autant de place pour les usagers que pour les soignants. Ça me semble juste en fait. Ça me semble assez juste. Et ça c'est en train tranquillement de s'opérer tout doux à Grenoble et je trouve ça trop chouette. Avant de se dire au revoir, on aime bien demander si les gens ont des petits messages à faire passer et entre autres, ce qu'on aimerait savoir, c'est pour toi, si tu avais un message à transmettre aux femmes qui ont été victimes ou qui sont éventuellement actuellement encore dans cette situation, victimes de violences de tout type, quel qu'il soit, et qui hésitent à franchir la porte d'une maison de naissance, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, j'aimerais leur dire, en tout cas, qu'on est là pour les accueillir, qu'on est là pour les accompagner dans qui elles sont complètement et en respectant leur histoire et puis leur corps, bien sûr. Voilà. Et puis, si elles le sentent, hein, c'est sûr que c'est aussi une démarche. C'est déjà, comme on disait tout à l'heure, c'est déjà être actrice et de quelque chose que de prendre cette décision-là, de se dire, je vais aller faire mon suivi de grossesse en maison de naissance. Pour moi, il y a déjà un pas qui est franchi. Donc, je pense que en tout cas, pour moi aujourd'hui, c'est une évidence que les maisons de naissance, c'est des lieux propices vraiment pour accompagner ces patientes-là. Mais je pense que c'est pas forcément encore évident pour toutes les maisons de naissance. Les maisons de naissance, elles existent pas depuis si longtemps que ça. Et en fait, il faut pas oublier qu'au tout début des maisons de naissance, on a quand même été regardé de près avec un cahier des charges extrêmement strict quant à la santé C'est vrai. physique et psychique des femmes qu'on accompagnait, donc ce qui s'appelle le bas risque obstétrical entre guillemets. Et je pense que aujourd'hui, peut-être qu'on peut, maintenant que les maisons de naissance existent depuis un petit peu plus longtemps, on peut repenser cette question-là, de se dire, en fait, voilà, qu'on peut accompagner vraiment aussi les femmes qui ont subi des violences en parlant et en leur proposant aussi tout ce qu'il est possible de proposer pour que ça fasse un suivi qui leur apporte quelque chose et puis qui les emmène vers une parentalité euh, équilibrée en fait pour elles. Donc il y a toujours un petit endroit, je trouve, qui est pas facile, c'est que pour certaines patientes qui ont subi des violences, certaines en fait, elles ont besoin d'un traitement. Elles ont besoin d'être accompagnées avec une molécule d'antidépresseur par exemple. Et en fait, ça, pour l'instant, ça reste un sujet qui est sensible en maison de naissance à cause du retour précoce à domicile, en fait. Et une patiente qui a besoin d'antidépresseurs pendant sa grossesse, il faudrait qu'elle puisse bénéficier de quelques jours d'hospitalisation, en fait, pour pouvoir juste vérifier que le bébé, c'est OK, du fait du sevrage de la molécule à la naissance. Donc ça, pour l'instant, je trouve que sur ça, pour l'instant, c'est pas encore en place. Enfin, en tout cas, moi, dans la maison de naissance où je travaille, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à mettre en place ça en termes de partenariat, mais c'est aussi parce qu'on s'y est pas encore complètement mis. Mais en tout cas, je pense que vraiment, enfin, moi, je souhaite vivement que ça puisse avancer à ce niveau-là et qu'on puisse vraiment accompagner toutes les femmes, vraiment toutes les femmes qui souhaitent être suivies en maison de naissance sans critère de stabilité psychique ou de molécules, etc. Ouais. Quoi. Voilà. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on avait abordé, le fait de justement avoir une nécessité d'un traitement quel qu'il soit pour accompagner justement des troubles psychiques ou quoi. Je trouve ça intéressant en t'écoutant d'ouvrir la possibilité à la réflexion que tout puisse avoir lieu en maison de naissance et qu'il y ait juste cet accompagnement du sevrage du bébé qui puisse être fait dans un second temps à la maternité partenaire. En tout cas, merci pour ce message. J'espère que il sera entendu par tout le monde et qu'il y aura de plus en plus de gens, quels que soient les vécus, qui viendront pousser les portes des maisons de naissance. Et pour conclure, je vais te poser la question de la petite astuce qu'on pose à toutes nos invités. Est-ce que tu as un tips pour les personnes qui se préparent à accoucher physiologiquement et plus particulièrement, vu que c'est notre thématique, celles qui ont vécu un traumatisme, qu'il soit physique, psychique, sexuel ou gynécologique?
Alors, j'ai pas de tips tout faits parce que je trouve que c'est jamais très facile, les tips tout faits, mais juste de pouvoir dire à ces femmes-là qu'elles sont capables, que quelle qu'a été leur histoire de vie, elles sont capables de mettre au monde leurs petits, que leurs petits sait se mettre au monde aussi, et que c'est une nouvelle histoire là qui va s'ouvrir et qui va se créer dans le passage de ce bébé, dans son arrivée, et quelle que soit son arrivée. Et ça, c'est très important aussi, je trouve, de pouvoir l'accepter. Se dire que on peut avoir très très envie d'accoucher en maison de naissance, mais peut-être que en fait pour ce bébé-là, pour cette histoire-là, finalement, à la fin, on se rendra compte que il faudra un peu d'aide et que ça sera un petit peu différent. Peut-être qu'il y aura un transfert et peut-être qu'il y en aura pas du tout et que ça se passera très très bien en maison de naissance. Ça dépend. À chaque fois, ça appartient à la nature, à l'histoire de chacun. Et en fait, c'est pas grave. C'est juste un événement. Un événement en plus à accepter et en tout cas qu'elles ont absolument toute leur place en maison de naissance. Voilà. Bien, merci. J'espère que le sujet aura été intéressant pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Merci Alice pour cet échange vraiment précieux et éclairant sur la question de la réparation suite à un traumatisme. On comprend un peu plus combien une maison de naissance peut être un véritable espace de réparation, justement pour celles qui portent en elles un certain nombre de blessures de leur passé. En tout cas, si l'épisode vous a plu, on vous encourage à le partager le plus largement possible, parce que un certain nombre de personnes pourraient y trouver soit des réponses, soit des pistes pour le chemin de la réparation, ou en tout cas le proposer à d'autres personnes qui auraient ce besoin-là. Comme on l'a dit, souvent c'est des symptômes qui sont invisibles, des personnes dont on soupçonne pas tout, donc c'est important de faire circuler ce genre d'informations. Et surtout, si vous ou quelqu'un de votre entourage êtes en danger ou victime de violences quelconques, sachez qu'il existe du coup des ressources. On va vous donner les 3 numéros essentiels. Il y a le 3919 qui est le numéro pour les violences faites aux femmes. C'est un appel anonyme et gratuit 24/24 qui n'apparaît pas sur les factures de téléphone pour pouvoir garantir un maximum l'anonymat. Il y a le 17 en cas d'urgence, c'est la police ou la gendarmerie. Et le 116 006, donc là c'est quand on est victime d'une agression ou d'une violence. Plus spécifiquement, vous tomberez sur un service spécialisé. Vous n'êtes pas seul, des solutions existent et des professionnels sont là pour vous accompagner. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'oubliez pas que la semaine prochaine, il n'y a pas d'épisode, mais vous pourrez retrouver, comme à chaque fin de thématique depuis notre saison 2, un petit article de blog sur notre site. On vous retrouve dans 2 semaines. À très bientôt. Au revoir Alice. Au revoir Julie, au revoir Capucine. Vous venez d'écouter le Alice. podcast Par voix basse à voix haute. Votre aide est essentielle. Si vous aimez notre travail, dites-le en partageant cet épisode, en nous laissant un commentaire ou en cliquant sur j'aime. Retrouvez-nous aussi sur Tipeee si vous souhaitez soutenir notre projet financièrement sur la page Tipeee/Par voix basse à voix haute. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. Et souvenez-vous, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.